À tous. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF pour cette nouvelle semaine d'été. Oui, les températures vont très très chaudes, notamment aujourd'hui, demain et mercredi. On va pas s'en plaindre, évidemment. Bon courage à tous, bienvenue. Ravi de vous retrouver pour également ceux et celles qui ont repris le travail aujourd'hui. Les vacances sont terminées. Et nous voici repartis donc pour une nouvelle semaine de débats et d'invités jusqu'à 18h avec au programme Vladimir Poutine qui s'est exprimé ce matin sur la plage rouge à l'occasion du 9 mai. Va-t-il poursuivre son escalade contre l'Ukraine ? Pas vraiment d'indice ce matin, il a pas vraiment dit grand chose. Et Vladimir Poutine, on en débat dans un instant sur France Maghreb 2. Jean-Luc Mélenchon, ça y est, la NUP est lancée. Les investitures ont été annoncées. Il y avait une grande après-midi. C'était à Aubervilliers samedi. Mélenchon a clôturé le tout avec un grand discours. Jean-Luc Mélenchon veut être le Premier ministre de la France. Qu'est-ce que vous en pensez ? On en parlera également tout à l'heure. Et puis, un invité pour parler de science, mais pas que. On va essayer de vulgariser un petit peu cette science. Thomas Durand, il est directeur de la rédaction de l'ASPEC. L'ASTEC, c'est l'association pour la science et la transmission de l'esprit critique. Et il est co-animateur également de la tronche en biais sur YouTube. Et il sera notre invité, évidemment, tout à l'heure sur France Maghreb 2 à 17h. Sans oublier, évidemment, le zapping et bien entendu aussi le quiz en toute fin d'émission sur France Maghreb 2. C'est donc parti pour le LGF. J'espère que tout le monde va bien, vous êtes en pleine forme, c'est parti jusque 18h. Bienvenue tout le monde sur France Maghreb 2. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Et avec un retour aujourd'hui, Ismaël Boudiakada qui est même en présentiel, j'ai envie de dire, puisque d'habitude dans sa province natale, dans le Doubs, il est à Paris, ça y est. Bonjour Ismaël. Salut tout le monde. Oui, effectivement, il fallait faire un bon retour. Exactement, un bon retour, comme tu le fais aujourd'hui. Alors Ismaël, pour ceux et celles qui ne t'ont pas entendu depuis un petit moment, que deviens-tu ? Que fais-tu ? Qui es-tu ? Alors, toujours au cœur des institutions européennes à Bruxelles, et parallèlement à ça, je suis donc élu local à Grand-Charmont, toujours. À Grand-Charmont ? À Grand-Charmont. Charmont. Petite commune du Doubs, donc dans l'est de la France, vers la frontière suisse et allemande. Il y a une ville connue à côté ? On a Montbéliard, qui est connu pour la saucisse de Montbéliard. Ah oui, halal. Ouais, ça c'est plus compliqué. Ouais, effectivement. Bienvenue à toi Ismaël. Vraiment, je suis ravi de te voir ici. Plaisir partagé. À tes côtés, Gamal Abina, le fondateur d'MDC. Comment ça va mon Gamal ? Ça va très bien. Attention, je suis sur le micro. Voilà, c'est bon, t'es là. Impeccable. Non, ça va très bien. On a passé un bon dimanche. Il fait beau aujourd'hui et toute la semaine sera ensoleillée. Et nous attendons Tarek Sassi qui sera avec nous sur France Maghreb 2 dans quelques minutes sur votre radio France Maghreb 2. Alors tout à l'heure, on va parler. Le grand remplacement, le mythe du grand remplacement, on en parlera avec Thomas Durand tout à l'heure, mon cher Gamal. Ça risque d'être sympa. Mais pour l'heure, Vladimir Poutine s'est exprimé ce matin sur la plage rouge. Extrait. Vous vous battez pour la patrie, pour son futur, pour son avenir, pour que personne n'oublie les leçons de la Deuxième Guerre mondiale. Le 9 mai 1945 est entré dans l'histoire de l'humanité comme un triomphe de notre peuple uni soviétique. Nous sommes fiers de cette génération de vainqueurs et nous sommes leurs héritiers. Et notre devoir, c'est de garder cette mémoire, d'honorer cette mémoire et de faire tout ce que nous pouvons pour que cette guerre globale ne se reproduise pas. Mais malheureusement, les pays de l'OTAN ne nous ont pas écoutés. Ils avaient déjà d'autres projets. Ils ont préparé une nouvelle opération dans le Donbass, une invasion sur nos terres historiques, y compris la Crimée, et cela est une menace immédiate pour notre pays. Voilà, Vladimir Poutine ce matin à l'occasion des cérémonies du 9 mai. Alors, beaucoup s'attendaient à un discours où il allait véritablement déclarer la guerre à l'Ukraine. Il n'en est rien, cher Gamal, cher Ismaël. Est-ce que pour autant il va poursuivre, selon vous, cette escalade vis-à-vis de l'Ukraine ? Je précise qu'Emmanuel Macron, président de la France, a pris des positions assez dures cet après-midi à Strasbourg en disant que la Russie commet des crimes impardonnables en Ukraine, Gamal.
Simplement, Macron a dit cela et il dit aussi qu'on ne veut pas... On va pas construire un rapport de paix avec la Russie dans l'humiliation. Bon, c'est un peu ridicule comme discours parce que qui va humilier qui ? La question est toute posée. Aujourd'hui, pour donner un petit indice de ce qui se passe dans l'économie française, parce que je travaille avec un ami qui est dans le bâtiment, c'est qu'il y a une explosion des prix des matériaux de la construction. Ah oui. Qu'il y a une raréfaction, par exemple, il fait la couverture des tuiles, tout simplement. Pourquoi ? Parce que le gaz est cher et parce qu'on ne peut plus fabriquer tout facilement et pas cher. Ouais. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Emmanuel Macron, qui pour l'instant avait encore une posture assez raisonnable et modérée, commet pas une faute en commençant à faire de la surenchère verbale. Et il faut se rappeler quand même une chose, c'est que pendant des semaines et des mois même, on nous a annoncé une Russie qui allait, soi-disant le 9, date pour elle de la victoire sur le nazisme, allait faire des grandes annonces de la fin de la guerre, ce genre de calendrier qui ne veut rien dire. Une escalade. Non, il pensait vraiment, on parlait de fin de guerre pour faire semblant. En vérité, ce qui se pose, c'est que ça, c'est un peu près un de ses rêves pour des réalités. Quand on engage une opération militaire dans un pays, quel qu'il soit, demeurant, et particulièrement un pays comme l'Ukraine qui est très soutenu, eh bien, on sait quand on commence, mais pas quand on finit la guerre. Et il se trouve que les Russes savaient parfaitement qu'ils ne pouvaient pas donner un agenda précis. Par contre, les objectifs de guerre qui étaient de liquider les néo-nazis, il faut appeler les gens quels qu'ils s'appellent, c'est bien des néo-nazis qui se battent dans le Donbass, hein, c'est pas autre chose, ils ont des drapeaux nazis, ils ont le fameux soleil noir, ils ont plein de symboles très très forts chez Himmler. Eh bien, ces néo-nazis aujourd'hui sont en train de se prendre une raclée comme rarement on en a pris, et la Russie qui conserve la Crimée va certainement, ils appellent ça l'opération Libération, certainement occuper les territoires russophones, donc russes de l'Ukraine, et sur cette base-là, une fois qu'ils ont fait le partage entre l'Est de l'Ukraine, majoritairement russe, et l'Ouest de l'Ukraine, à ce moment-là, il y aura une négociation. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de négociation ni de fin de guerre, puisque les opérations sont en cours. Alors, on accueille Tarek Sassi qui est arrivé. Comment ça va, mon Tarek ? Ça va très bien, ça va très bien. Bon. Alors, Ismaël, Poutine s'est exprimé ce matin et c'est vrai que les médias français ont beaucoup spéculé sur son intervention en espérant, enfin en disant qu'il allait peut-être annoncer soit une fin de guerre, soit pour certains et pour d'autres, au contraire, poursuivre son escalade contre l'Ukraine. Quelle est un petit peu ta position, ton avis sur cette actualité du moment, très chargée au niveau de l'international ? Première chose, j'ai envie de dire que Vladimir Poutine avait été très clair. Il n'y avait aucune surprise. Il nous avait annoncé le fait qu'il, tout simplement, n'annoncerait rien de particulier et qu'on serait dans des cérémonie, enfin dans une cérémonie relativement similaire à celle des années passées. Qui a été un peu gâchée par le mauvais temps en Russie d'ailleurs. Qui plus est, et puis qui a été aussi gâchée par la triste actualité de l'école bombardée en Ukraine avec ses 60 défunts. Moi, ce que je dirais simplement, c'est que la République En Marche, effectivement, on vient de parler de Macron, mais on va parler aussi de ses lieutenants au niveau local. Ça s'appelle Renaissance maintenant. Hein. Renaissance, effectivement. Non. On se demande, ils renaissent de quoi ? De leur cendre. De leur cendre, justement. Mais non, au niveau local, moi je vous le dis, j'ai participé à une cérémonie du 8 mai 45 où on a eu un maire qui a fait la comparaison entre le petit moustachu des années 40 et Vladimir Poutine. On va justement assister à des discours où les élus locaux de la République En Marche sont totalement en roue libre. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a toute légitimité aussi, nous, en tant que citoyens, de se poser la question du pourquoi de cette situation. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le pape François lui-même vient de condamner le comportement de l'OTAN qui poursuit sa politique expansionniste. Donc à un moment donné, j'ai envie de dire que alors que certains élus de la République En Marche appellent à n'avoir aucune indulgence vis-à-vis de celles et ceux qui chercheraient à trouver une explication à cette situation, eh bien on se rend compte que même le pape François leur donne tort. Donc voilà, bien évidemment, ça va continuer, cette escalade, on le sait très bien, Vladimir Poutine est connu pour son ego surdimensionné. Maintenant, de là à avoir une espèce de vision manichéenne, où on cherche à le présenter comme le grand méchant qui combattrait des gentils petits Ukrainiens, je parle du principe que la situation est beaucoup plus complexe et qu'il ne faut pas rentrer dans cette caricature. Mon cher Tarek, est-ce que pour toi, Vladimir Poutine, la Russie va poursuivre son escalade vis-à-vis de l'Ukraine, pardon. Pourquoi ce serait nécessairement Vladimir Poutine qui va à l'escalade ? Pourquoi ce serait pas l'autre côté ? Et pourquoi, je veux dire, constamment, en fait, je veux dire, on vient nous ressasser en fait un conflit. C'est la Russie qui a envahi l'Ukraine, hein, ça t'aura moi je le dis, moi dans mon quotidien, ce conflit-là, il est éloigné de moi. À part les prix que je vois grimper, à part les problèmes d'énergie, les problèmes futurs qu'on va avoir, et surtout une perte sèche parce que les Russes, c'était des gros clients pour la France sur beaucoup de choses. C'est tout ce que je vois. Moi sur le reste, pourquoi ce serait pas l'Union européenne qui va à l'escalade ? Pourquoi ce serait pas la France. Parce que moi, je suis pas un défenseur des Russes. Hein. Ouais. Moi, je le dis concrètement. Je m'en fous.
Ça peut choquer des gens, je m'en fous. Je suis déjà en guerre dans mon arrondissement. Pourquoi je vais aller m'emmerder avec un conflit qui est loin? C'est triste pour eux. Moi, les bus ukrainiens, je les vois tous les jours se déverser sur... bon, ça fait un peu méchant de dire déverser, ça fait un peu Zemmour. Mais je vois tous les jours ces bus sur Porte-la-Chapelle, sur Porte de la Villette. Et maintenant, ce que j'avais prédit, ça veut dire que ces gens-là allaient se retrouver sans rien. On a le cas. Qui c'est qui va à l'escalade? Qui c'est qui va à l'escalade, concrètement? C'est pas un ensemble. Vladimir Poutine, on sait que c'est un narvalo, c'est un malade mental. C'est eux qui veulent monter. Comme Trump, c'est un malade mental. Comme Biden, c'est un malade mental. Et Macron, il est en train de nous mettre dans un conflit où on n'a aucun intérêt, on n'a aucune envie d'y être, on veut juste vivre. On est en guerre avec notre pouvoir d'achat et on nous emmerde constamment avec l'Ukraine. Voilà le concret. Oui. L'escalade, moi, je pense qu'elle vient de l'autre côté, moi. Oui, Gamal. Moi, je dirais que, là, bon, je ne rejoins pas sur ce que tu viens de dire. On ne s'en fout pas, c'est quand même une guerre. Oui. Pourquoi on s'en est pas foutu de la guerre en Libye? Non, parce que moi, j'ai vu personne dans la rue. Non, nous, à titre de Maghrébins, on se foutait pas de la guerre en Libye, mais une guerre est une guerre et c'est toujours atroce. Ça, c'est une réalité. Ceux qui souffrent le plus, ça reste les Ukrainiens, malheureusement, parce que leur dirigeant est un imbécile, pas un malade mental, parce que je ne crois pas aux maladies mentales chez les chefs d'État. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Même Hitler n'était pas un malade mental. Ça, c'est un mythe. C'est pour défausser leurs responsabilités. Mais en vérité, oui, là où je te rejoins, c'est sur le fait qu'il y a une surenchère, non pas des Russes, puisque les Russes ont fait leur propre partition, mais de l'Europe et surtout des États-Unis qui poussent à la guerre. Et je rappelle qu'il y a 2 ans, quand des gens applaudissaient de leurs 2 mains la victoire de Biden à la tête de l'État américain, moi, je m'inquiétais des guerres à venir, qui sont là aujourd'hui. Oui. Biden est un pouce à la guerre. Biden est un type très dangereux. Avec les démocrates. Très malheureusement, sauf sous Carter. Plus les démocrates que les républicains. Non, pas plus. À part égal, parce que Bush, c'est pas un démocrate, il a fait la guerre partout, son père pareil. Mais je parle même pas de Reagan qui faisait la guerre partout. Le problème, c'est que le seul qui n'a pas fait la guerre, c'était Carter. Mais pour revenir à nos moutons, non. Et Trump. Et Trump, bien évidemment. Mais Trump n'est ni démocrate ni républicain. Il a quand même bombardé un petit peu la Syrie. Non, Trump n'a pas fait la guerre. Il a fait des petits trucs en Iran, Trump n'a pas fait la guerre. Non, mais il faut arrêter aussi d'acheter une virginité à Trump. Trump, c'est une merde, il est comme les autres. Non, tu te trompes et je resitue. Trump n'a pas fait la guerre. Le va-t-en-guerre chez Trump, c'était son ministre des Affaires étrangères qu'il a limogé après l'affaire iranienne, pour laquelle il n'y a eu qu'un drone d'abattu, je le rappelle. Donc il n'y a pas eu de guerre. On parle d'opérations très ponctuelles. Maintenant, il faut être clair sur un point. Ce qui se passe en Ukraine, ça profite aux Américains et uniquement aux Américains. L'Europe est en train de se fourvoyer parce qu'elle est en train de s'entraîner dans une guerre qui va lui coûter extrêmement cher. 30% des réserves de tout dans le monde vient du Russie. Rappelons quand même que la Russie est le plus grand pays au monde, en superficie et en puissance économique, même si ce n'est pas une puissance industrielle. Et rappelons surtout qu'aujourd'hui, cette guerre-là, qui va durer pendant encore quelques semaines ou des mois, je suppose, cette guerre-là ne peut pas être gagnée par les Ukrainiens. Ils vont être les grands perdants. Leur pays sera partitionné. Ouais. Et la population va mourir, évidemment, parce que quand il y a une guerre, il est mort. Et de l'autre côté, les Européens qui jouent les gros bras ne transféreront jamais d'armement. Simplement parce que s'ils font l'erreur de faire intervenir l'OTAN en Ukraine, ce sera une guerre ouverte. Et cette fois-ci, tu t'en foutras pas parce que c'est une guerre ouverte, les Russes envahiront l'Europe. Mais on nous l'impose. Oui. On nous l'impose concrètement. Et les Français, comme tout le monde, les gens qui vivent en France, ils ont tout à perdre dans cette guerre. Bien sûr. Ils ont tout à perdre. Le tourisme russe y rapporte, l'immobilier, le vin, le culinaire. Tous ces chanteurs has-been aujourd'hui qui ne travaillent plus parce qu'ils travaillaient en Russie. Faut regarder les choses en face. Oui. Faut regarder les choses en face. Toi qui travailles à l'Europe, on voit que l'Europe essaye de parler d'une seule voix et évidemment condamne la Russie, avec même d'ailleurs cet embargo qui fait un peu rigoler, sachant que quelques pays sont dépendants quasi pour certains d'entre eux à 100% du gaz russe. Ça me paraît très compliqué de mettre un embargo vis-à-vis du pétrole et du gaz russe. Hein. Oui, non, mais clairement, et je voulais justement rebondir sur ce point, c'est-à-dire que pour le coup, effectivement, j'entends ton argumentaire, Sarah, dire que pour le coup, on peut s'en foutre parce qu'on a déjà quand même pas mal de problèmes, et je connais ton combat sur l'affaire du crack qui dure depuis bien trop longtemps, et je comprends que quand on a déjà cette exaspération, et surtout en bas de chez soi, c'est un peu compliqué de... On est déjà en guerre en bas de chez soi, franchement, sérieusement, moi je suis désolé pour eux. Ils ont cette guerre depuis 2014. Ah mais justement, mais moi, il y a 2 choses que je veux dire. La première, c'est que sur le pétrole, il faut quand même reconnaître que le G7 s'est auto-félicité du fait qu'il y avait cet embargo, sauf que la réalité, c'est
c'est qu'ils viennent de condamner leur peuple à payer du carburant qui va encore une fois exploser, comme d'autres sources d'énergie. Et le deuxième point, moi je veux que cesse l'hypocrisie, je veux qu'on rappelle aussi à celles et ceux qui nous écoutent que personne n'a rien dit quand le gouvernement ukrainien a bombardé la région de mémoire du Donbass, où il y a eu 13 000 morts. Et personne n'a pointé de caméra sur l'action faite à ce moment-là par le gouvernement ukrainien. Et quand Madame Bonnell décide effectivement d'en parler à la radio, on fait un scandale. On fait un scandale. Non, mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'on l'écarte, limite des écrans. Voilà, c'est fait partie des gens qu'on n'a plus voulu écouter et à qui on a cherché un petit peu des poudres lorsqu'elle est revenue un petit peu en France. Effectivement, tu as raison. Mais est-ce qu'on peut dire une chose importante quand même? Juste après la pub, éventuellement. Avec plaisir. Ah oui, avec grand plaisir, mon cher Gamal, évidemment. On est dans le capitalisme. Ah bah évidemment, 01 40 33 9000 pour nous rejoindre, les amis, pour nous donner votre avis sur le sujet. Est-ce que vous êtes tombé dans la propagande ou pas? Quelle est votre position justement sur une éventuelle poursuite de cette guerre ou de l'escalade que tenterait de vouloir mener Vladimir Poutine et la Russie? 01 40 33 9000 avant que nous filions, et ça va faire plaisir à Tareq Sassi du côté de chez Mélenchon, qui veut être le prochain Premier ministre de la France. Il faudra qu'il attende un petit peu quand même que le peuple s'exprime pour lui donner éventuellement, et nous parlerons d'ailleurs de cette dissidence, et on voit que l'accord à gauche commence déjà à grincouiller un petit peu, selon les endroits. Vous allez voir, on vous expliquera. Lionel Jospin notamment, qui a l'air de vouloir soutenir une personne face à Daniel Obono. Jospin, ouais, il soutient une socialiste dans l'arrondissement dans la circonscription de Bono, face à elle. Il y a un autre problème aussi avec Taha Bouaps du côté de Villeurbanne. On en reparlera évidemment avec vous. 01 40 33 9000, soyez les bienvenus les amis. C'est le grand forum avec Ismaël Boudjekeda, avec Tareq Sassi et Gamal Abina. Le LGF sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous avec monsieur Tareq Sassi, toujours énervé. Ah, il faut. Ouais, faut se calmer un peu de temps en temps. Je vais énerver tout le monde là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui donne envie de se calmer? Est-ce qu'on a des élus en face de nous? Là, on est à la radio, on est tranquille. Il fait beau, voilà. Est-ce est-ce qu'on a un débat philosophique qui peut tempérer les choses? Est-ce qu'on a un micro ouvert sur des choses qui tempèrent? Non, on parle que de sujets sérieux, de sujets énervants et de sujets exaspérants. Bourdieu, il y a 20 ans. Faut bien, quoi. Ouais. Et on va enchaîner sur Mélenchon. Donc, comment tu veux qu'on soit pas énervé? Non, avant Mélenchon, j'ai un truc à dire, un coup de gueule. Et moi, je l'aime bien, Mélenchon. Bah, miskin, franchement, mec. Inch'Allah, tu retrouves ta lucidité. Bon, Inch'Allah, il a dit. C'est quoi ta lucidité à toi? Ma lucidité à moi, c'est pas un mec qui squatte le 16e, qui va dans les beaux restos du 6e, du 7e et du 8e arrondissement et qui soutient une députée qui a pourri ma circonscription. Qui a fait de ma circonscription, c'est Détroit, c'est Baltimore. Alors non. Ismaël Boudjekada est avec nous sur France Maghreb 2. Gamal Abina aussi. Et avant que tu parles, mon cher Gamal, on va accueillir Soraya qui nous appelle de Metz. Bonjour Soraya. Ah bah voilà. Tu as fait peur, Tareq. Tu as fait peur. Tareq, faut que tu aies doucement. Tu fais peur aux auditeurs. Oui, Gamal, qu'est-ce qui se passe? Alors, je tiens quand même à dire une chose, parce que je trouvais extraordinaire qu'aujourd'hui, si on est contre des néo-nazis ukrainiens qui existent, une minorité, c'est 5% de l'armée ukrainienne, on devient pro-Poutine. J'ai vu une manifestation à Paris il y a 2 semaines, j'en ai parlé déjà, au cours de laquelle j'ai vu apparaître 3 drapeaux, pas un, mais 3 drapeaux néo-nazis. Alors, ils sont malins parce que les drapeaux sont rouges et noirs et que les gens ne connaissent pas Stepan Bandera. Je suivrai ma peur. Et donc, Stepan Bandera, c'est le néo-nazi qui a suivi les nazis, d'accord, qui a commis des crimes en Ukraine, qui a massacré beaucoup de Russes aussi, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'il est normal on peut soutenir le peuple ukrainien, c'est normal, mais est-ce qu'il est normal qu'on ne montre jamais dans la propagande qu'on a dans les médias actuels le fait qu'il y ait effectivement des néo-nazis dans le Donbass, que ces gens sont des criminels et qu'ils ont tous les oripeaux des néo-nazis jusqu'à la svastika. Donc là, il y a un vrai problème. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit accepter cela ou pas? Moi, je réponds simplement, il faut être cohérent. Être contre la guerre, c'est une chose, mais on ne peut pas accepter qu'il y ait des néo-nazis qui manifestent à Paris avec des drapeaux néo-nazis en pleine place de la République. Et merci à Gamal d'avoir montré ça. Franchement, merci. Alors, parce que t'as été le seul à le montrer. Ouais, Ahmed est avec nous. Bonjour Ahmed. Bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où, Ahmed? Je suis de Montpellier. Je voudrais que vous parliez un peu de la vérité, la réalité de ce qui se passe. On parle toujours de l'Ukraine et que Poutine est un grand criminel et tout ça. Il faut dire la réalité. Ça fait 40 ans que ça dure en Palestine, il n'y a personne qui en parle. Bravo. Ni nos frères, ni plus les Français. C'est toujours la même poisse. Et en plus de ça, en Irak, Bush, c'est un grand criminel, personne n'a jugé, personne n'en parle de la monstruosité qu'il a fait en Irak.
et tout ça, personne n'en parle à votre chaîne. Ni de la Palestine, ni de l'Irak. Attendez, si on parle pas ni de la Libye, ni de la Syrie, ni de l'Afghanistan, ni d'une partie de l'Afrique. Ahmed, ici, franchement, s'il y a bien un truc, on parle souvent et régulièrement, on y fait référence. En tous les cas, c'est bien la Palestine, c'est bien nous. L'Irak aussi, on y fait. Assez, monsieur, attendez. Jeune homme, pas assez. Ouais, pas assez peut-être, mais en tout cas, voilà. Elle est bien, mais il y a des choses que on ignore, on passe dessus, on n'en parle pas assez. Parce que ça me fait mal au cœur. Nos frères, ils sont tués jour et nuit, comme des vieux, des enfants, des jeunes, et comme des fourmis, et puis ils ont été en plus, les sionistes, accéder à la mosquée Al-Aqsa, les agresser pendant qu'ils vont à la prière. Il n'y en a personne qui parle. Ici en France, ils s'en fichent, on n'en parle pas. Ils disent que la liberté, les droits de l'homme et tout ça, c'est pas vrai. Mais ils s'en foutent de leur propre peuple. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils s'intéressent à des gens et des territoires qui veulent exploiter ou mépriser? Concrètement. Merci Ahmed, en tout cas. Donner de l'armement, des militaires, ça y va. Mais pour aider la Palestine, ils sont sans armement contre les sionistes. Il n'y a personne qui en parle, personne qui les aide. Merci Ahmed, en tout cas, on a bien entendu votre réclamation, cher Ahmed. Voilà, on en prend acte. Merci à vous et bonne journée du côté de Montpellier. Ismaël, pour conclure là-dessus sur l'Ukraine, est-ce que selon toi et d'après tes analyses, tout indique une poursuite de cette escalade en Ukraine de la part de la Russie tant qu'elle n'aura pas atteint ses objectifs et surtout elle veille à ce que l'OTAN ne se rapproche pas de chez elle, quitte à menacer aussi des pays qui pour certains risquent de rejoindre l'Europe dans quelques temps. Oui, non, mais effectivement, de toute façon, on sait très bien que Vladimir Poutine ne fera pas marche arrière, parce que sinon, de facto, il perd cette guerre. Et on sait pertinemment qu'il veut tout sauf perdre cette guerre. Donc maintenant, moi, ce que j'explique, c'est qu'il faut simplement aussi appeler à la décence. Je ne sais pas si M. Biden écoute France Maghreb 2, mais j'aimerais bien, histoire qu'il m'entende, lui demander un petit peu plus d'humilité, un peu plus de respect également, parce que quand on lance des négociations et qu'on passe ces journées, et comme Zelensky par ailleurs, à insulter la personne avec qui vous êtes censé négocier, effectivement, ça fait se poser un certain nombre de questions. Donc aujourd'hui, en tous les cas, à mon humble niveau, la seule chose que je peux dire, c'est que tous les ingrédients semblent effectivement réunis pour que ce conflit se poursuive sur la durée. Jamal, tu partages ? Alors, je comprends ce qu'il veut dire, mais par contre, je ne crois pas à la durée du conflit. Je pense qu'il va être... il y a des objectifs militaires qui ont été atteints déjà. Mariupol est tombé finalement facilement. Il restait juste la poche de cette fameuse usine d'Azental, mais c'était rien du tout en vérité. Ils n'ont pas osé la prendre tout de suite parce qu'ils avaient le doute sur la présence de civils qui était actée. Mais non, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, Poutine est très clair. Il n'a pas pris Kiev. Il ne l'a pas pris, pas parce qu'elle n'était pas prenable. Il ne l'a pas pris parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas cette ville et qu'il ne voulait pas un bain de sang. Il le disait dès le départ. Les Européens font semblant de ne pas l'entendre. Par contre, la surenchère verbale, effectivement, de certains dirigeants européens, je ne vais même pas parler de von der Leyen, qui est la pire. Hein, c'est une vraie... Pour moi, je pense qu'elle on parlait de folie tout à l'heure, c'est de la folie, sa posture, parce qu'elle met en danger son propre pays. Mais en dehors de cette surenchère verbale, qui ne traduit en vérité qu'une seule chose, il ne faut jamais perdre de vue, parce qu'il faut toujours prendre du recul sur les choses. Quand ils ont poussé les Ukrainiens à la faute, et c'était vraiment les pousser à la faute que de provoquer les Russes, en disant qu'ils ils ont quand même interdit le russe en Ukraine, ce qui est quand même gravissime. Ils ont exagéré leur position, ils ont marginalisé les Russes, ils ont commencé à les insulter. Bref, on est arrivé sur quand même de la surenchère. Ils ont intégré les SS, enfin les ex-SS, les nazis, néo-nazis de cette fameuse brigade Azov. Ils l'ont intégré dans l'armée ukrainienne. Ils ont fait beaucoup de choses comme ça qui étaient des provocations. Il ne pouvait pas y avoir autre chose qu'un conflit. Et la faute européenne et états-unienne, extrême occidentale, comme je l'appelle, c'est qu'ils ont produit ce conflit et qu'ils les ont laissés livrer à eux-mêmes. Et dans leur mauvaise conscience, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des réparations. Ils font croire qu'ils apportent des armes. Il n'y en a pas. Ils font croire, ils disent qu'on va recevoir des Ukrainiens par millions, alors que de toute façon, ils vont les renvoyer chez eux. Ils le savent très bien. Ils font croire qu'ils vont faire des sanctions avec la Russie. Je vous donne une seule sanction qui va vous parler tout de suite. Une sanction, pas 10, hein. Une. La sanction sur les gaz a été votée il y a 2 semaines. Le gaz russe n'a plus le droit du tout d'être vendu en Europe. Il circule toujours en Ukraine et en Europe à partir de, accrochez-vous bien, je vous donne la date, le 15 août. Vous avez déjà vu une sanction qui démarre en 3 mois après la guerre ?
6 mois après la guerre. Est-ce que vous croyez que c'est sérieux? En vérité, les Européens n'ont pas pris de risques. Ils prennent des risques économiques, mais limités. Ils ne vont pas aider les Ukrainiens. Il va y avoir une négociation. Et celui qui est à l'origine de la négociation s'appelle, c'est le bras armé de l'OTAN, s'appelle effectivement, c'est le président de la Turquie, tout simplement. C'est lui qui est en train de faire les négociations. Et aujourd'hui, on a appris, du moins hier, on a appris que Ramtan Lamamra se positionne comme intermédiaire pour essayer d'amener enfin à la table des négociations. D'ailleurs, la Lavrov est à Alger aujourd'hui. Hein. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai pris des sanctions contre Vladimir Poutine. Je l'ai bloqué sur Facebook. Bien fait. Juste un point très très court. Hier, donc, effectivement, chez nous, c'était le 8 mai. Oui, donc, comme on partout. fêtait comme partout. Et on fêtait justement, comme j'ai dit tout à l'heure, la chute du régime néo-nazi. Et quand même, je trouve extraordinaire, et c'est profondément dégueulasse, le fait que l'on donne un temps d'antenne en direct aux représentants du groupe justement néo-nazi ukrainien ce jour-là particulièrement. C'est une insulte qui est faite à l'histoire moderne que l'on connaît. Merci de le rappeler. Ouais, merci de l'avoir fait, mon cher Ismaël, d'avoir rappelé ceci, évidemment. Alors, écoutez, on va suivre de très près. Tiens, j'ai un copain, il a fait le plein en essence en Algérie, il a payé 8 €. Par contre, oui, j'ai une chose c'est bien, et juste à rajouter, parce que ça nous touche un petit peu quand même. Jour de paix, jour de deuil. Le 8 mai 45, j'en ai parlé hier à la télévision algérienne. Absolument. Ils ont massacré 45 000 Algériens. Alors, je parle des civils, je parle des familles qui étaient restées en Algérie pendant 3 mois, absolument, alors que leurs hommes partaient combattre les nazis. Ça, c'est un jour qu'il ne faudra jamais oublier. Et un jour, il va falloir que la France demande pardon pour ces crimes de guerre. Oui, absolument. Exactement. Ce qu'on appelle l'autre 8 mai. Absolument. Voilà. Zemmour te dirait, ben voyons. Mais Zemmour n'a pas de cerveau, on a vu le résultat. 7%, c'est le QI. Hein. Ouais. Bon, dans un instant, il a un cerveau, lui, en l'occurrence, parce qu'il veut être le prochain Premier ministre de la France. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Il a réuni tout le gratin. L'accord était bien présent, en tout cas, du moins sur le papier et aussi à l'écran. La NUP s'est présentée. La NUP, ouais, c'est ça. Mais vraiment, mais quel blaze! J'ai jamais vu un blaze aussi pourri. NUP. La NUP. Je votais NUP. En anglais, ouais. Mais voilà, ils payent des spécialistes en communication, des espèces de bobos qui servent à rien pour sortir NUP. Attends, mais... Et ta mère. Et ta mère. NUP ta mère, c'est ça? Non, et ta mère, je dis, et ta mère. Ouais, laisse ta mère tranquille, toi. Dans un instant, Jean-Luc Mélenchon, donc, veut être le prochain Premier ministre sur France Maghreb 2, avant que nous recevions notre invité pour parler justement de toutes ces mythes du grand remplacement et d'un certain personnage qu'on en parlera tout à l'heure, hein, qui a été très adulé, notamment de la part des musulmans, et voilà, avec ses petites phrases, avec ses petites complots aussi, parce que voilà, c'est un petit peu un complotiste sur les bords. On en reparlera, on va démonter un petit peu la théorie de certains qui quand même, Gamal, font du mal dans cette communauté. Tout à fait. Avec Thomas Durand, notre invité, tout à l'heure à 17h sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, le Grand Forum, votre émission de référence avec Ismaël Boudjekada qui est avec nous sur France Maghreb 2 et en direct. Ça veut dire qu'il revient régulièrement, Ismaël. Hein, c'est ça. Plaisir. Depuis la ville de Montbéliard. Et Grand Charbon à côté. Pas Grand Charbon. Mais j'ai donné la grande ville à côté. Grand Charbon. Tarek Sassi est avec nous et Gamal Abina pour parler de l'homme fort de la gauche, Jean-Luc Mélenchon. D'acclamer le grand Jean-Luc Mélenchon. Le discours de l'homme fort de la gauche a d'abord commencé par une pointe d'autodérision sur le nom de cette alliance. La NUP. Bon, écoutez, ça va, hein. On s'est bien fait à l'AREM. Alors la NUP, pourquoi pas? Eh ouais, on s'est bien fait à la REM, pourquoi pas la NUP, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Hein, la NUP, voilà, c'est l'Union populaire... NUP, nul, ça se ressemble. La nouvelle Union populaire écologiste et sociale. C'est dommage qu'il ne s'est pas mis avec un K, parce que ça aurait fait à l'anglo-saxonne, nuke, qui signifie exploser la bombe atomique, mais bon. Bon, en tout cas, Jean-Luc Mélenchon a réuni tout le gratin de cet accord... entre le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste. C'était samedi à Aubervilliers où quelques investitures ont été présentées. C'était donc à Aubervilliers ce samedi. Jean-Luc Mélenchon souhaite être le prochain Premier ministre à l'issue des législatives. Qu'as-tu à répondre, Ismaël, à Jean-Luc Mélenchon ? Qu'est-ce que j'ai à lui répondre ? Simplement qu'il y a du travail, énormément de travail déjà pour y arriver.
que pour moi en soi c'est pas sa personne qui m'intéresse, c'est plus le programme qui est défendu. Il y a quand même des aspirations sociales qui font du bien à entendre, et c'est vrai que beaucoup ont eu du mal à croire en son projet pour la simple et bonne raison que ça fait des décennies qu'on se fait fracasser socialement, et donc on se dit que c'est trop beau pour être vrai. Sauf que s'il y a bien un candidat qui a chiffré pendant 6 heures son programme et qui a réussi à mettre d'accord des économistes de tous bords, c'est bien Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, concernant ce NUPS, parce qu'apparemment il faut prononcer le S. Ah bah oui, mais social, quand même. Oui, c'est comme les ES quand t'écris. Ils sont acharnés sur l'inclusivité, sur plein de trucs, alors que quand ils mangent au resto, ils incluent personne avec eux. Mais au-delà de ça, non, moi après, non, honnêtement, sur la personne de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas parce que je le soutiens que je soutiens son projet. Je vais pas expliquer que Jean-Luc Mélenchon, c'est la personnalité idéale. Aujourd'hui, c'est lui qui incarne, et plutôt qui représente cette nouvelle Union populaire. Grand bien lui fasse, grand bien nous fasse aussi. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a un projet qui tient la route et qui, face à Emmanuel Macron, représente à mon sens notre salut, très clairement. Maintenant, j'en profite pour donner un petit message à celles et ceux qui nous écoutent. Cet accord d'appareil, moi, je le conteste sur certains points. Prenons Asdine Taïbi, maire de Stein, qui a une légitimité extraordinaire. Absolument. Ce monsieur... le Parti communiste français, parce qu'il est en guerre avec Asdine Taïbi, qui a décidé de rejoindre l'Union populaire dès sa genèse, a décidé de réclamer sa circonscription et de la donner à la suppléante de Madame Buffet. Tout à fait. Donc maintenant, moi j'estime que si on veut commencer à mettre des inconnus ici et là, comme on le voit partout, y compris dans mon département, c'est n'importe quoi. Comment s'appelle la suppléante ? C'est la gauche. J'ai même plus son nom pour vous. C'est la gauche. Et d'ailleurs, pour ajouter, de la gauche, effectivement, Roussel en a mis une couche et reprend un peu les polémiques de l'extrême droite à propos de Tahabouaps du côté de Villeurbanne. Voilà, et je crois que d'ailleurs ils vont même soutenir un autre candidat face à lui. Donc on voit que l'accord quand même peine à se faire. Quand on voit Jospin par exemple qui soutient la socialiste qui sera face à Daniel Obono, voilà, on sent que l'accord il est quand même très très fragile. Mais on n'avait pas besoin de ça en plus. Enfin, j'ai envie de vous dire, il faut faire 12,5% pour se qualifier au deuxième tour des législatives. Des personnes inscrites, c'est important. Mais qui, à part l'Union populaire, était en capacité de pouvoir faire ce score-là ? Moi, j'estime, quand on voit aujourd'hui Fabien Roussel, et pourtant je ne suis pas un pro-Tahabouafs, mais quand on voit Fabien Roussel qui lance une espèce d'injonction à destination de la nouvelle Union populaire en disant « il faut virer Tahabouafs », et d'ailleurs sa candidature, on peut en parler, elle a même fait réagir le président de la République lui-même. Ouais, il paraît qu'il aurait été très très mécontent. Je sais pas ce qu'il leur a fait. Ouais. C'est logique. Mais c'est peut-être logique, mais quand on a dans ses rangs décidé d'investir un Manuel Valls qui, s'il n'avait pas eu l'investiture, aurait été prêt, puisqu'il sait très bien qu'Emmanuel Macron voudrait nommer idéalement une femme à Matignon, ce type est tellement opportuniste qu'il était prêt à faire une transition pour changer de sexe. Hein. Ça, c'est la réalité. Non, mais j'ai vu la photo. Non mais jusqu'à quand on va rester dupe? Nup, pour dire Nup. Nup, ouais. Non mais franchement là, on nous chante ce rêve nup. C'est comme dans Aladdin. Ce rêve nup. C'est ça. Voilà, c'est ça. Non mais il y a quelque chose à voir. Pas mal. T'y crois? Non mais t'y crois vraiment toi à toutes ces propositions? Ils les ont jamais mis en place aussi bien dans les mairies que dans les circonscriptions qu'ils ont gérées. Obono, la seule chose qu'elle a fait, c'est faire du mondain. Son mandat, c'est valeur actuelle, mondain. Elle n'a rien fait du tout. Bastien Lachaud. La cause animale. Il y a suffisamment d'animaux à Aubervilliers-Pantin. Je parle de rats. Je parle de rats. Bien sûr, je parle de rats. Les rats ont plus de droits à Pantin-Aubervilliers que les habitants. C'est une réalité, hein. C'est malheureux, hein. C'est dire à quel point ces territoires sont abandonnés. On est bien. Non, c'est caricatural. On est bien, Pantin. Non, mais c'est la réalité. C'est dire à quel point ces territoires sont sinistrés et abandonnés, et que ces soi-disant Robespierre de Pacotille, après pour modérer ton propos, il y a un qui font la révolution dans le 6e, dans le 7e et dans le 8e et dans les endroits où on paye des cafés à 7 euros. C'est caricatural ou caricatural? Non, c'est la réalité. C'est pas caricatural. Arrête de défendre l'indéfendable. Arrête de défendre l'indéfendable. À un moment donné, il faut arrêter. Pourquoi on ne peut plus soutenir des élus qui ne savent pas combien coûte un kilo de tomates, une baguette ou aujourd'hui, on sait pas. Non. Est-ce que toi tu le sais, toi?
Tu le sais, oui ou non? Non, mais justement, est-ce que tu le sais, oui ou non? Mais bien sûr, tu vas on ne peut pas défendre aujourd'hui des élus qui ne connaissent rien sur le terrain. Le roi du Maroc, au moins, l'ancien roi du Maroc le savait. Aujourd'hui, tous ces élus ne savent même pas, ils sont hors sol. De Copé, en passant par Voynet, ils sont hors sol, ils ne comprennent rien. Et aujourd'hui, toute cette alliance de NUPS, là, qui sert à rien, ce sont des gens qui aiment faire des beaux discours, qui cherchent les passages télé, mais qui ne feront rien. Ils cherchent juste le salaire de 10 000 euros. Ils cherchent juste le salaire de 10 000 euros avec la belle carte bancaire de 3 000 euros par semaine où ils vont pouvoir aller au resto. Mais ça, c'est vrai. Voilà. Mais ça, c'est vrai. Mais ils ne vont rien faire. Mais putain, mais le mandat de Bastien Lachaud, le mandat de Daniel Obono, tous les autres, ça résume. Non, je suis pas François d'accord. Ruffin, à part nous faire de la télé-réalité, il a rien branlé à Amiens. J'habite là-bas. J'ai habité là-bas. Il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu. Moi, je veux rajouter un truc quand même, parce qu'il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Anne-Sophie Pelletier au Parlement européen, députée France Insoumise, ancienne soignante en EHPAD. Elle connaît le prix d'une baguette. Elle a fait un travail extraordinaire pour garantir... la seule, alors. Ah non, il y en a encore un autre que je vais vous citer. Pour garantir justement aux femmes de ménage du Parlement une protection sociale. On a Younous Omarji qui a fait reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité, qui a permis d'interdire la pêche électrique. C'est peut-être pas sexy électoralement, mais effectivement, c'est factuel. Après, je vais tout à fait sincère, je peux pas me saquer Monsieur Corbière, Madame Garrido, je peux pas me voir toutes ces personnalités-là. Est-ce que toi, tu peux te saquer le fait qu'avec Europe Écologie Les Verts, ils nous imposent des salles de shoot et le tout à droguer dans nos arrondissements? Bien sûr que non, jamais de la vie. Et ça, c'est scandaleux. Et pourquoi tu es le seul, peut-être, dans j'ai failli dire la République En Marche, Smahli, dans le NUPS, enfin, la France Insoumise. Je sais pas, toi, tu es LFI, tu es France Insoumise, tu es gauche. Moi, je suis élu sans étiquette, mais effectivement, je soutiens Jean-Luc Mélenchon. Mais pourquoi je suis le seul chez LFI? C'est peut-être parce que j'en fais pas encore partie. Moi, je dis, si Jean-Luc Mélenchon, écoutez bien les auditeurs, si Jean-Luc Mélenchon devient Premier ministre, l'avenir de la France, c'est le 18e et le 19e. Je peux en placer une. Regardez déjà Bordeaux. Regardez déjà Bordeaux. Regardez déjà Bordeaux, qui a été envahi par va voir le crack et compagnie. Regardez Rouen. Une élue qui est tombée il y a pas très longtemps pour trafic de drogue. Alençon, plateforme du crack et compagnie. Vous allez voir. Votez pour Mélenchon Premier ministre. Votre avenir, ce sera. Et là, c'est pas du Zemmour que je te fais. C'est du Tareq Sassi. On peut politiser. C'est un mec Les gens ne l'écoutez pas. Qui vit dans le risque et dans le danger jour et nuit dans son arrondissement. Votre avenir, c'est le 18e, le 19e et le 10e arrondissement. Je veux politiser le débat quand même. D'abord, tu peux pas dire. Il y a deux choses que tu peux dire. Par exemple, la gauche caviar existe, il n'y a pas de problème. Elle existe toujours, elle ne bougera jamais. La gauche caviar existe, c'est pas que la gauche caviar. C'est là, je suis pas d'accord avec toi. Parce que dans la France Insoumise, c'est pour ça qu'ils ont peur de les voir arriver aux commandes. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui est un personnage sulfureux. Il est pas du tout, lui. C'est un vrai républicain classique dans le système. C'est tous ces seconds couteaux qui sont très souvent des gens faibles économiquement et qui ont donc une revanche sociale à prendre. Ceux-là feront bouger les lignes. Ensuite, tu peux pas dire que les gens de la France Insoumise ou d'autres élus locaux sont à l'origine des maux qui frappent le 93, puisque celle qui tient l'argent est de droite. Je rappelle que c'est Pécresse qui a coupé les fonds. Ensuite, là où je te rejoins, la France Insoumise a fait une proposition que je trouve inadmissible. Et pourtant, on a besoin de voir la France Insoumise politiquement forte. Pourquoi? Parce que si Macron a une aile droite avec 42% de Le Pen, qui a quand même donné un signal très fort, s'il a une aile droite très forte et si la LFI ne l'emporte pas, eh bien à ce moment-là, on aura une politique de droite très dure. Il faut contrebalancer ça. Effectivement, l'idéal, ce serait qu'il soit Premier ministre. Ils ont réussi un coup formidable ce week-end, effectivement. C'était difficile à obtenir. Mais il y a une chose qui est certaine. Moi, je reprocherais une chose à la France Insoumise. C'est pas le programme de 680 propositions qui est quand même conséquent. Pour une fois qu'il y a un programme, personne ne l'a lu, mais ceux qui le lisent s'intéressent. Je reproche un point sur leur programme qui est très inconséquent. C'est le fait de vouloir dépénaliser la drogue. Je parle des drogues qu'ils appellent douces, que je ne considère pas comme douces, donc le shit. Ils veulent aller jusqu'à légaliser même les drogues dures. À travers des associations. Non, ça, ils l'ont pas dit. Ça, ils l'ont pas dit. Je te dis ce qu'ils ont dit dans leur programme. Moi, je suis sur le terrain, je te parle de Je te dis ce qui a été dit dans le programme. On ne dit pas ce que tu supposes, c'est ce qui a été dit. Non, je ne suppose pas. Je te parle d'associations qui sont soutenues et financées. J'entends bien. Et qui sont sur le terrain. Attends, sur un plan programmatique, elle ne tient pas le pouvoir. Ils ont donné
donne un programme et il propose de faire cette erreur grave. Pourquoi ? Parce qu'il croit que ça va calmer le trafic et les violences. En vérité, dans des situations d'errance économique, de difficulté, des jeunes qui auront accès à ça deviendront des zombies. J'ai connu ça dans les années 80. Les mômes qui prenaient de la drogue, aujourd'hui, on les appelle les zombies. Il faut voir ce qui se passe au Portugal, tout simplement. Portugal, Suisse, on peut aller partout. Hein. Oui, mais après, sur le cannabis, non, mais ça, c'est un autre débat. Sur un autre débat, parce que ça, sur le cannabis, on peut en parler aussi. Il y a aussi, la qualité du produit. Il y a beaucoup de merde qui sont sur le marché. Et peut-être que là, il y a des choses à faire. On voit qu'il y a des pays qui ont choisi la voie de la dépénalisation et de la légalisation pour certains. Et le résultat sont quand même pas si mauvais que ça. Donc, non, je t'invite vraiment à vérifier. Oui, j'ai vérifié. T'inquiète pas. Zurich. C'est un parc de shooter, c'était la folie. Ils étaient obligés d'arrêter ça. Ensuite, l'Espagne, ça a été une dérive de la jeunesse. Ils se sont calmés enfin, ils sont revenus en arrière. Il faut trouver une solution. Au bout d'un moment, la solution, c'est accompagner, à mon sens. La solution valable, c'est un autre débat. Accompagner des gens. Restons sur Mélenchon, restons sur la France insoumise. Pour rester sur la question politique, il a réussi un coup magistral. C'est-à-dire qu'avant ce week-end, avec des socialistes qui pèsent très lourd à la députation, ils sont très lourds, hein. C'est eux qui lui donneront le pouvoir et pas le contraire. Et bien lui, s'il a obtenu une signature avec les Verts et les socialistes, il peut obtenir à la majorité parlementaire. Les communistes. Les communistes pèsent rien, je parle vraiment des gens sérieux. Socialistes et les Verts, ils peuvent obtenir une majorité à l'Assemblée nationale, ou même une grande minorité, on dira, qui leur permettra de faire entendre leur voix. Si par contre, ça n'est pas le cas, alors là, je vous garantis que le Grand 8 commence, parce que, effectivement, le Grand 8, le Grand 8, ça va être une catastrophe. Alors là, on part freestyle. On continue d'en parler avec vous au 01 40 33 9000, les amis. Mélenchon, Premier ministre, ça fait rêver ou pas? À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Ismaël Boujakada, avec Gamal Abina, avec Tarek Sassi. Et on parle de Mélenchon. Mélenchon qui a présenté la NUPS, donc c'était samedi à Aubervilliers. On a présenté d'ailleurs une copine à nous, Sabrina Sebaï, qui a été investie du côté de Nanterre. Chez les Verts. Voilà, chez les Verts, oui, mais elle fait partie donc de la NUPS. Oui, mais elle ne fait pas partie de la France Insoumise, qui n'a investi quasiment aucun coloré, je le rappelle quand même. Justement, alors, beaucoup de gens ont quand même dénoncé, parce qu'il y a eu des dommages collatéraux quand même vis-à-vis de ces accords. Absolument. Et notamment, j'ai l'impression que beaucoup issus des quartiers populaires ont été écartés. Que c'est très, comment dirais-je, d'une couleur particulière. Mais non, il y a Tahabouaf, il fait le parce qu'il fait le service. Il y a Madame Kéké, femme de ménage, qui est noire de peau. Oui, mais on parle des Arabes en général. Exactement. Ouais. Parce qu'on on a une amie qui a été écartée alors qu'elle s'est battue comme une dingue pour eux. Moi, je lui rends hommage et donne son nom, c'est Sabrina Nouri. Je n'accepte absolument pas qu'on lui ait fait ce coup-là. Elle a fait super taf. Elle s'est battue samedi à Aubervilliers. Comme une guerrière. C'est une vraie femme. Et ils l'ont écartée, c'est dégueulasse. Moi, je fais une précision. Tout à l'heure, je parlais d'Azdine Taibi. J'ai été très clair. Il y a 2 semaines. C'est simple. Là, ils essayent de lui faire un coup bas. Et je pense que beaucoup vont suivre Azdine Taibi ici parce qu'il se présentera coûte que coûte. Et il a toute légitimité. Mais bien sûr. Et c'est un élu de terrain. Et lui, il sait combien coûte la baguette. Exactement. Il sait combien coûte avec lui ici dans cette émission. Oui. Et il a le tort d'être de l'Union populaire. On partage pas les mêmes convictions, mais je respecte l'homme parce que j'ai vu sa vie, j'ai vu ce qu'il fait. Et c'est quelqu'un qui sait combien coûte la baguette de pain. Il sait quand il y a le bordel dans ses rues. Clémentine Autain, tu crois qu'elle connaît pas le prix de la baguette? Non, mais il faut être sérieux. On parle des acteurs de terrain. Il y en a qui existent. Elle porte bien son nom de famille. Non, oh là, t'es mauvais. Elle est là à chaque manifestation. Non, elle connaît les horaires et à quelle heure elle doit se faire maquiller, c'est tout, voilà. Mais il est pas sérieux. Je suis pas du tout d'accord. T'es vraiment très, très dur. C'est une femme honnête, je suis pas du tout. Elle prend des risques en manifestant pour la Palestine. Tu me parles de quoi là? T'es sérieux? Moi, je prends des risques en prenant le métro tous les jours. Mais quel rapport? Ça n'a aucun rapport, Tarak. Mais toi, t'es un Golgoth, elle, c'est une brindille. Tu rigoles ou quoi? Égalité des sexes, s'il te plaît. Golgoth, ça suffit maintenant. Le mec, il fait 150 kilos. Égalité des sexes. Premier ministre, ça te fait rêver ou pas, Gamal? Franchement. Alors, Mélenchon Premier ministre, ça me fait pas du tout rêver, mais ce qui me plaît dans l'idée, c'est une cohabitation qui risquerait de très 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 mal vécue par M. Macron, parce qu'évidemment, Macron, il a besoin de récupérer l'argent qu'il a généreusement donné avec le quoi qu'il en coûte, et Mélenchon n'a pas l'intention de faire cela, au contraire, il a l'intention de revenir sur plusieurs éléments, par exemple la question de l'ISF, la question de la succession des plus riches. Il y a beaucoup de questions qui vont être des questions financières qui ne plairont pas à Macron, donc ça va être électrique, et plus encore qu'avec Jospin Chirac. Ouais. Tu partages, Ismaël, sur le fait que justement ça reste une cohabitation un petit peu agitée? Ah, mais clairement, quand on voit qu'Emmanuel Macron bégaye quand on lui parle d'un RSA étudiant et que Mélenchon veut mettre en place le revenu d'autonomie de 1063 € par jeune pour qu'ils se consacrent sur leurs études, effectivement, je pense que Emmanuel Macron va très très mal dormir. Brigitte aura du travail. Ouais, mais Tarek, quand même, faut avouer que
là, on a quand même 2 programmes bien distincts qui sont complètement différents, qui sont proposés aux Français là. Lors des législatives, tu as le programme de la NUPS, donc oui, t'as celui qui va mettre les gens au RSA qui sont sans domicile fixe au travail. Et puis t'as l'autre qui vend du rêve. C'est Macron, ouais. Oh là là, non mais attends, me dis la réalité elle est là. Attends, j'ai taclé Macron, sois gentil quand même. J'ai cru comprendre que tu défendais cette réforme sur le RSA. J'ai taclé Macron. Insupportable. Non mais attends, j'ai 10 ans sans domicile fixe moi. Et je sais ce que c'est que de toucher le RSA, de travailler à côté, d'être dans la merde. Comme moi. Je pense, tu l'as oui, j'ai compris, j'ai mal compris. Voilà, on est d'accord. Non, moi j'ai dit, voilà, on a le choix entre 2 programmes. Ouais. Entre le mec qui veut faire bosser le SDF qui touche le RSA, et après il lui dit retourne à la rue une fois que t'as fait tes 15 heures, et l'autre qui te vend du rêve qui va rien appliquer. Oui, l'ironie. Ils vont faire que du mondain. Qu'est-ce que tu en sais ? Ils vont faire que du mondain. On les a vus dans le local. Mais le mandat ils n'ont rien branlé. Ils n'ont rien branlé. Ils te proposent le mandat impératif. Les gens ont rêvé. Les gens se sont fait duper. On a eu en masse des messages. Et d'ailleurs, la CNIL, c'est bizarre qu'elle n'a pas été saisie. On a eu en masse des messages de mecs qui venaient de Marseille qui te disaient « Ah, faut voter Mélenchon, hein, la famille !» C'est ça la campagne. Il est dur, mais attends. C'est ça. Non mais attends. Là, tu manques de respect à toutes celles et ceux qui sur le terrain. Ils se manquent de respect eux-mêmes quand ils votent pour un mec qui a fait tellement de mal au niveau du social et les quartiers. Les gens ont la mémoire courte. Moi j'ai pas la mémoire courte, mais je soutiens un projet et il faut respecter celles et ceux qui veulent soutenir un projet de société qui est fondamentalement opposé à cette casse sociale. Non mais à un moment donné, il faut juste être pragmatique 2 minutes. Tu sais, regarde, je vais te dire un truc. J'assume de travailler avec elle. J'assume de travailler avec elle, mais je suis pas encarté à droite. Et tu sais très bien pour qui j'ai voté. Tu sais très bien pour qui j'ai voté. Par contre, elle a fait, je le dis très bien, comme dirait mon poteau Jean Lassalle, elle a fait une campagne de merde en se mettant sur la ligne Ciotti et Zemmour, alors que sa région, de base, c'est le symbole même du vivre ensemble. Je suis pas du tout d'accord. Elle n'a pas fait une campagne en se mettant sur la ligne Ciotti-Zemmour, elle a fait une campagne en se mettant sur la ligne Sarkozy. Elle a revendiqué Sarkozy depuis le premier jour, on l'a vu. Tu étais avec moi au meeting. Il lui a pas bien rendu d'ailleurs. Oui, c'est normal. Sarkozy, c'est pas un homme de parole. Sarkozy, c'est un macroniste avant Macron. Non, c'est pas Macron, c'est pire. Si. Non, c'est pire. Non, c'est pire. Mais faudrait peut-être quand même ouvrir les yeux. Macron, c'est la succession de la politique de Sarkozy et de François Hollande. Ils ont la même politique. François Hollande, c'est l'homme qui t'a dégoûté de la gauche, qui a trahi la gauche. Comment aujourd'hui on peut défendre la gauche après ce qui s'est passé avec François Hollande ? La gauche est morte après Lionel Jospin. Non, mais juste pour une chose importante, j'aimerais te dire quand même, parce que là, tu es très négatif, moi je pense pas qu'il se passera rien si jamais, effectivement, la France Insoumise, enfin le NUPS, arrive... Il va y avoir dissolution de l'Assemblée déjà. Non, mais c'est normal. Ça sera la carte. C'est pas tenable. Normal. Ça sera la carte. Non, il va pas dissoudre l'Assemblée. S'il y a une élection qui va passe, ils vont pas la dissoudre. Bien sûr. Au bout de 2 ans ou quoi, il va pas le faire. Il y aura une cohabitation de 5 années, comme c'est arrivé avec Chirac. Il a une possibilité de le faire une fois dans le mandat. Une fois, mais il le fera pas. Il peut le faire. Mais c'est un risque gros. Ça va être pire que Chirac en 97. Non, ce qui se passe, c'est que. Il y aura que des blocages. Si les deux bossent. Non, il y aura pas de blocage. Ils ont déjà une expérience de ça. C'est arrivé 2 fois quand même. Mais il faut jamais oublier une chose, c'est que Mélenchon, qui dit, il a 70 ans, ne pas vouloir continuer, s'il arrive à faire ses cohabitations, il va tout faire pour que ses idées soient en confrontation avec celles de Macron. Il va tout faire pour qu'il puisse espérer que son parti l'emporte à la prochaine présidentielle. Il ne peut pas se permettre de pas aller jusqu'au bout. Et c'est ça qui est intéressant dans la cohabitation, c'est que ça va être une confrontation permanente d'idées et de déplacements sur le plan social. Donc là, on aura du spectacle. Oui, on aura du spectacle, mais rien dans la réalité. Il y aura. Non, mais bénéfice du doute, maintenant, juste 2 minutes. Dernier mot. Juste, oui, il faut Est-ce qu'on a le temps du bénéfice du doute, vu la situation qu'on a ? Au pire des cas, c'est Macron, en fait. Donc pourquoi ne pas lui laisser le bénéfice du doute ? Et juste, en quelques secondes, je rappelle quand même que Mélenchon a toujours été droit dans ses bottes. Il était sénateur jusqu'en 2008 au sein du PS. Et il est parti parce que la ligne royale a gagné. Et donc, cette droitisation, il n'en voulait pas. Donc, laissons-lui le bénéfice du doute. Il n'a jamais été aux responsabilités, en fait. Absolument. Voilà. Moi, j'ai envie de conclure là-dessus, mon cher Tarek. La réalité, c'est que des élus locaux de droite ont fait plus de social que tous ces élus de gauche qui ont fait du mondain. Voilà ce que je dis. Certainement. Oui, mais t'as pas tort, mon Tarek, tu vois, mais voilà. En tout cas, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler. Ça va, mon Tarek, tout va bien ? Très bien, Bon, très bien. Alors, on va accueillir notre invité, les enfants, on va changer un peu de sujet. Et on va accueillir monsieur Thomas Durand qui est avec nous. Bonsoir, Thomas Durand. Allô. Bonsoir, bienvenue sur France Maghreb 2, Thomas Durand. Vous êtes le directeur de la rédaction, la ASTEC, l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique. Qu'est-ce que c'est que ça, Thomas Durand ? C'est une asso, c'est rien de très grave. Oui, j'imagine. C'est une petite équipe qui s'est réunie autour du projet de la tronche en biais pour essayer d'organiser le travail.
pour rendre ça plus pro. Plus... La Tronche en Biais, dont vous êtes le co-animateur de cette chaîne YouTube. Voilà. La Tronche en Biais, on y parle de quoi sur la Tronche en Biais pour présenter un petit peu nos auditeurs? Alors le nom de tronche en biais, c'est parce qu'on a plein de biais cognitifs dans la tête, dans la tronche. Les biais cognitifs, c'est plein de raccourcis mentaux, qui sont des petites opérations, un peu comme des logiciels qui marchent très très bien, mais qui ne sont pas forcément hyper adaptés au monde moderne. Et donc on a plein d'automatismes mentaux qui nous viennent spontanément, qui nous paraissent évidents, et on a des conclusions évidentes et fausses, et on se plante un peu tous les jours, et des fois c'est grave. Alors Thomas Durand, si j'ai bien compris un petit peu, il s'agit un peu de vulgariser un petit peu la science et parfois des choses un peu compliquées. Alors on essaie, oui c'est ça, c'est-à-dire que les concepts de la pensée critique, c'est essayer de penser mieux, c'est-à-dire et la meilleure méthode qu'on a pour corriger un peu les erreurs spontanées qu'on fait, c'est la science. Ouais. Donc on essaie aussi de vulgariser, pas tant les résultats que comment on y arrive. Donc il y a une méthode qui est perfectible, qui est plein de défauts, mais c'est la meilleure qu'on ait. Donc on essaie de la mettre en avant. J'ai vu que vous aviez un grand copain, Thomas Durand. D'ailleurs, en annonçant votre venue, il y a quelques commentaires qui l'ont parfaitement illustré. Qu'est-ce qui se passe avec Idriss Aberkan, monsieur Durand? C'est plus la lune de miel, là. Oui, disons que moi, j'ai découvert lorsqu'il a commencé à être vu dans les médias, c'était en 2015-2016. Ouais. Et il parlait de biomimétisme, d'économie bleue, franchement, j'étais pour. J'ai vu une conférence TED, je crois, et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, c'était bien. Puis j'en ai vu une deuxième, c'est un petit peu creux quand même, malgré tout, pour quelqu'un dont j'ai vu passer vite fait qu'il était hyper diplômé. Je trouvais ça un petit peu creux. Et j'ai regardé un petit peu, voir ce qu'il y avait derrière. Et en fait, il se trouve que c'est du TOC. Ouais, voilà. Du TOC, c'est-à-dire parce que c'est une personne qui était très suivie. Notamment chez certaines personnes dans cette communauté, par exemple la communauté dite comme musulmane, si tant est qu'elle existe d'ailleurs, c'est quelqu'un qui était très suivi. Et ça je peux comprendre, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le rôle modèle de montrer que parce que moi, mon nom c'est Thomas Durand, c'est une banalité totale, vous voyez, mais quand on a un nom un peu plus difficile à porter, avec un faciès un peu plus difficile en France, je peux comprendre qu'on dise enfin quelqu'un qui a réussi et qui nous dit comment on peut y arriver. Ouais. C'est normal de commencer par se dire ce mec-là, en plus il parle bien, faut connaître, il a le sens de la formule, il s'est exprimé, il s'intéresse à des sujets qui sont intéressants. Après, qu'est-ce qu'il en dit? Est-ce que ce qu'il en dit c'est raccord avec ce que la science nous dit, ou est-ce que c'est malheureusement non. Et donc au-delà du contenu, je me suis dit mais qui est ce type? Est-ce que c'est possible qu'il ait tous ses diplômes? Et quand on regarde, en fait, oui et non. Et en fait, c'est un as pour faire passer pour maquiller. En fait, c'est pas qu'il a un CV faux, c'est qu'il a un CV qui est maquillé. Et donc c'est un expert de maquillage. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu cette polémique comme quoi il aurait acheté ses diplômes ou les aurait obtenus d'une manière un peu particulière. Également, il s'achète des vues sur YouTube et sur les réseaux sociaux. On a eu l'occasion de lui poser la question. Il l'a très peu apprécié d'ailleurs. Je fais référence à mon ami Philippe Poirier-Qui, Gamal. Tu te rappelles Idriss Aberkan, mon cher Gamal, ça t'évoque quoi? Est-ce que tu faisais partie aussi de ces gens qui ont suivi ce monsieur au départ? Je suis très honnête, quand il est arrivé, il était boosté par les médias parce que c'est un éditeur qui l'a boosté. Quand il est arrivé avec son discours sur l'économie de l'intelligence, j'ai trouvé ça intéressant, effectivement, il s'exprime bien, il a le verbe haut, il semble être sûr de son fait. Puis très rapidement, j'ai commencé à être agacé par les postures qu'il avait, ce côté un peu condescendant, mépris de classe, ce côté je sais tout mieux que vous ne comprenez rien, vous êtes des imbéciles, parce que sa rhétorique c'est de dire imbécile. Et là où j'ai commencé à ne pas aimer, c'est quand il s'est intéressé à des questions dont il ne connaissait absolument rien, des questions de géopolitique, de politique, des sorties très hasardeuses, comme une fois il nous a sorti, par exemple, que le Maroc, nous savons très bien que le Sahara occidental, lui qui est d'origine algérienne, d'après ce qu'il dit, algéro-italien, je dis une bêtise, le Sahara occidental, tout le monde sait qu'il est marocain, alors que l'ONU ne le sait pas, les Sahraouis ne savent pas forcément, les Algériens encore moins. Donc ce genre de sortie est hasardeuse, mais là où j'étais vraiment gêné, je ne vous le cache pas, c'est pour ça que d'ailleurs je vous ai demandé, je vous remercie d'intervenir sur notre radio, Monsieur Durand, parce que vous avez le courage de dire 2-3 choses intéressantes sur votre chaîne, que j'aime beaucoup d'ailleurs demeurant. Là où j'ai eu du mal, c'est cette façon de répondre de façon méprisante, comme toujours, ce mépris de classe, d'essayer de se moquer et de déconstruire ce qu'on dit de lui sans en apporter la moindre preuve ou la moindre démonstration. Ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose qui m'a vraiment beaucoup dérangé pour un homme qui vous traitait, il faut le rappeler tout de même, qui a subodorer que vous étiez un raciste, qui m'a fait rigoler comme vous ne pouvez pas l'imaginer.
imaginer, parce que je vous connais suffisamment pour savoir qu'il y a bien une chose que vous pouvez pas être, c'est raciste. Eh bien, il a dit quoi? Il a quand même dit que vous étiez raciste. Et dernièrement, en se rapprochant de l'avocat sulfureux, pour le coup, on peut utiliser le terme, monsieur Divisio, eh bien, il a dit qu'il fallait voter. Parce qu'il a une haine totale et irrationnelle de M. Macron pour des raisons de Covid, simplement, pour un truc bête. Donc, il faut voter Le Pen. Il a appelé, lui, à voter Le Pen. Et là, je me suis posé des questions. J'ai eu l'impression d'entendre, ça va peut-être vous faire rire, Alain Soral, même posture, méprisant, arrogant, qui s'invente une vie, un parcours élogieux et qui, finalement, est un rabatteur pour l'extrême droite. C'est un peu le sentiment que j'ai eu. Vous avez enquêté un petit peu sur l'individu, donc Thomas Durand. Oui, moi, je me suis intéressé. Moi, je ne peux pas avoir un avis sur tout. Donc, moi, mon domaine, c'est un peu le monde académique. Donc, c'est vrai qu'il raconte plein de trucs sur le monde géopolitique. Il est devenu expert depuis la guerre. Avant, il était expert en virologie. Donc, quand les gens sont experts de tout ce qui fait l'actualité, c'est quand même hyper étonnant. Bon. Et moi, donc, c'était avant le Covid, avant tout ça, que je le suivais. Et c'est vrai que ce monsieur prétend qu'il est professeur de Polytechnique. Et Polytechnique a démenti. Absolument. Il est affilié au CNRS. Le CNRS, on n'a pas de trace de lui dans l'annuaire, alors que l'annuaire retrace même tous ceux qui font des collaborations. Il s'est présenté comme ancien chercheur à Centrale Supélec, elle l'a démenti. Comme chercheur affilié à Stanford, j'ai contacté M. Brian Moore, qui est censé l'avoir invité chez lui lorsqu'il avait 20 ans et l'avoir payé. Le monsieur a dit non, il n'a pas été payé, puis on l'a pas invité, même s'il était là-bas. Il a dit qu'il était interne à Cambridge. Alors, dans un CV en français, interne, ça veut dire, on dit stagiaire, interne c'est le mot en anglais. Donc, oui, et la personne qui est censée l'avoir invité, M. Feverman, est décédé en 2016, donc juste avant qu'il devienne célèbre. Donc c'est quand même fort pratique. Et il a 3 PhD dans 3 thèses, dans 3 domaines très différents, soutenus à 1 an d'intervalle, ce qui n'est pas très possible lorsqu'on fait son travail correctement. Une thèse, c'est 3 ou 4 ans de travail à plein temps. Et normalement, pour ceux qui ne connaissent pas, pour pouvoir soutenir une thèse, pour pouvoir devenir docteur, il faut normalement avoir au moins un article publié dans une revue scientifique, etc. Et lui, sur 3 thèses, il a quand même 0 papier. Et peut-être que c'est ça l'exploit. C'est peut-être la seule personne en France à avoir 3 plus ou moins PhD, parce qu'un des 3 qui est un truc qu'il a sûrement acheté, avec 0 article. Et ça n'arrive pas. C'est anormal. Et donc, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux, bien sûr. Mais ça veut dire que ce qu'il dit, il le dit de la hauteur qui est la sienne, qui est installée parce qu'il y a tout un narratif autour du petit génie, poussé par Robert Laffont, éditeur qui fait pression pour faire supprimer des blogs qui étaient critiques, parce que c'est quelqu'un aussi qui n'a aucun respect pour les gens qui critiquent, donc il est pour la censure quand c'est pour les autres. Donc tout ça fait que, à mon avis, on ne peut avoir confiance dans rien de ce qu'il dit. Mais il va avoir des phrases vraies, une fois sur 4, comme n'importe quel astrologue. Alors, bien que vous démontiez un petit peu les propos et le parcours de ce monsieur, est-ce qu'il vous a tenté une action en justice ou pas? 3, semble-t-il. Voilà, c'est intéressant. D'abord, il a commencé par faire un coup de bluff intéressant. Moi, en vidéo, j'ai expliqué que sa rhétorique pour la défense de Didier Raoult ne valait pas un clou. Et dans la foulée, j'ai fait une vidéo qui parle de son CV. Parce que je voulais d'abord attaquer son propos avant d'attaquer son CV. Donc j'avais ces 2 vidéos-là. Et lui a répondu, comme vous avez dit, en traitant de raciste. Après, il a ajouté que j'étais le chef d'une secte, qu'on était putaclic. Il pense que je suis autiste et que c'est pour ça que je suis méchant. Bref, plein de choses comme ça. Et dernièrement, moi, j'ai relayé l'enquête de Wendy, alors j'ai oublié le nom de cette enquête. Elle a fait une vidéo sur YouTube qui enquête sur les affaires de Barkhane en Afrique, puisqu'au Sénégal, il prétend avoir plusieurs entreprises et c'est un mec que je ne connais pas. Donc moi, je ne me suis pas intéressé aux affaires, je me suis intéressé au parcours académique. Donc j'ai relayé cette enquête-là. Lui, il hurle que c'est scandaleux, que tout est mensonge, et qu'il a entamé des démarches pour m'attaquer en justice dans 3 pays différents, avec 3 avocats différents. Ah oui. 3 PhD, 3 avocats, tout va par 3. Oui, c'est toujours pas 3, c'est clair. Ouais. Alors, Thomas Durand, j'ai vu qu'il y en a qui appelaient à un débat entre vous. Est-ce que vous y êtes favorable? D'abord, M. Barkhane m'a bloqué partout. Il ne veut pas de débat, c'est clair. Débattre de quoi? Je vais venir et je vais dire, M. Barkhane, vous, Polytech a démenti que vous étiez ancien chercheur chez eux. Il va me dire, oui, mais il se trompe, c'est ce qu'il a dit sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on aurait à débattre? Je peux débattre avec quelqu'un qui a un avis sur quelque chose, mais là, le produit que vend Idrissa Barkhane, c'est Idrissa Barkhane. Absolument. Donc, tout le débat porterait sur sa personne à lui, et ce serait extrêmement malsain. Donc, moi, je critique son parcours, je critique sa parole,
mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille débattre avec lui? Je viens y aller, hein, mais de quoi on parlerait? Bon, alors très bien, c'est une fin de non-recevoir, je pense, des deux côtés. Ismaël, tu connais Idriss Aberkane? Oui, je connais le personnage. Moi, honnêtement, je découvre un petit peu ce portrait qui est dépeint. Effectivement, sur les données, notamment les 3 thèses qui ont été défendues en une année, hein, c'est ça que j'ai entendu. Oui, 2 ans. Voilà, 1 à 2 années, effectivement, c'est juste impossible. Maintenant, honnêtement, moi, je ne connais pas l'affaire, donc je vais pas forcément m'exprimer dans le détail là-dessus, mais ce que je dirais quand même, c'est que à minima, alors, c'est quelqu'un qui parle très très bien et qui a, on peut au moins lui reconnaître, un cerveau qui fonctionne relativement bien. Il a un bon verbe, on peut aussi lui reconnaître. Et celles et ceux, on a des personnes honnêtes qui ont un bon verbe et on a des personnes de très bons menteurs qui ont aussi un bon verbe. Et c'est ça qui les facilite. On en a connu. Donc voilà, peut-être qu'Aberkane fait partie de cette deuxième catégorie. En tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup et donc je suis effectivement très surpris. Oui, très surpris. Alors, Gamal. Moi, j'ai envie de rajouter une chose, c'est que, bon, déjà, alors, j'ai fait un peu de droit pendant quelques années, ça m'a pas passionné, franchement, c'est très très difficile de supporter le droit, mais bon, j'ai appris 2-3 trucs. Quand on a un jeu de cartes dans la main, quand on n'a pas une main vide en l'occurrence, et qu'on dit qu'on porte plainte contre quelqu'un, on ne sort pas des formules toutes faites. C'est vrai que apparemment, le chiffre 3 lui plaît, 3 pays différents, 3 jurys différents, 3 avocats en substance. Quand on attaque quelqu'un, on dit on l'attaque clairement et de façon très claire, la ville, le lieu et la motivation. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, donc je pense que c'est du bluff. Et indépendamment de cela, moi, ce que je n'aime pas chez ce personnage-là, c'est qu'il y a une posture très vindicative, très prétentieuse, très arrogante, et qu'il s'oublie d'ailleurs en demeurant. Il a une poursuite contre lui qui s'est faite en Suisse. Ça, c'est du sérieux, c'est du concret. Et effectivement, l'enquête qui a été conduite, et j'ai vu cette enquête de 1 heure, qui semblait avoir été sérieusement faite, cette enquête, il la balaye d'un revers de main sans le moindre argument. Le problème de M. Aberkane, c'est qu'il envoie des témoins qui fait parler comme il veut, on voit pas le fruit de son travail, on voit pas le fruit de ses aides, mais on se rend bien compte que cette affaire d'investissement en Afrique répondait à cette poursuite en Suisse. Donc c'est ça que je pose comme question, c'est invoquer le cœur contre l'esprit. Il joue beaucoup là-dessus, et puis quand il parle, il fait des esbroufs, il est très fort là-dessus, il vous parle d'un sujet, il va digresser 2 secondes pour montrer qu'il a d'autres connaissances sur d'autres sujets, et revient sur le sujet faiblement. C'est ça que je lui reprocherais. Mais vous avez focalisé donc sur Idriss Aberkane, il y en a d'autres aussi, Thomas Durand, non? Bien sûr. Oui, mais Aberkane n'en a pas fini, il donne aussi des cours de... Il est coach de vie, il a une mailing list dans laquelle il propose des conseils de placement boursier, il promet des plus-values de 30%, c'est impossible. Donc c'est sans fin. Après, d'autres imposteurs autour, oui, il y en a plein. Avec ce profil-là en particulier, non, il est assez atypique et c'est un peu son talent, c'est qu'il sort un peu du paysage. Mais d'autres personnages, on a une série de vidéos, hein, j'ai épinglé Jean-Dominique Michel, Laurent Mukeli, qui sont des gens qu'on a vu popper comme ça autour du Covid parce qu'ils étaient dans une posture où il n'y a pas beaucoup d'experts de leur côté. Donc du coup, dès qu'il y a quelqu'un qui semble avoir les bons diplômes, les gens sont très heureux de les mettre en avant. Donc c'est très très paradoxal. Les anti-vax et compagnie détestent le monde scientifique, mais quand il y a quelqu'un qui a 2-3 diplômes et qui dit comme eux, lui c'est un génie. Et lui, il faut l'écouter. Et c'est vrai qu'on s'en est aperçu, notamment pendant la crise du Covid. On a vu beaucoup d'experts qui se sont improvisés, en tout cas comme tels, et qui ont surfé un petit peu sur des gens qui étaient un petit peu anxieux, interrogatifs par rapport à tout ce qui se passait. On a l'impression qu'ils ont su aspirer pas mal de gens en entretenant finalement cette espèce de complotisme qui a été très présent pendant la crise du Covid. Peut-être que monsieur en l'occurrence, mais il n'est pas le seul, en a fait partie aussi, Thomas Durand. Mais le pire, c'est que si le discours conspirationniste a eu tellement de succès, c'est parce qu'il y a eu plein de défaillances de l'autre côté. Bien sûr. Absolument. Ouais. La communication au minimum était calamiteuse. Au début, il y avait du cafouillage. Est-ce qu'il y a eu des mensonges? C'est bien possible aussi. Voilà. Et puis, il y avait beaucoup d'incertitudes. Et puis, il y a eu un cafouillage au niveau du monde scientifique, où on a eu M. Raoult qui a pris la parole. Ouais. Au départ, il fallait l'écouter parce que c'est pas n'importe qui, et que lorsqu'on s'exprime comme il le fait avec autant de certitude, c'est qu'on a raison. Il avait tort. Ouais. Alors, Thomas Durand, il y a quelque chose, j'aimerais qu'on évoque, si vous le permettez, c'est la théorie du grand remplacement. Qu'est-ce que vous en dites? C'est compliqué, moi je ne connais pas Moi je viens des sciences du vivant, de la biologie, je m'intéresse à l'épistémo, et donc cette théorie-là, c'est des sciences politiques que je ne maîtrise pas. J'aimerais bien, moi, parce que visiblement le récit, ça marche, il y a beaucoup de gens qui se disent
ont des peurs. Hein. Quand on entend le slogan de M. Zemmour, c'est que pour que la France reste la France. Le slogan indique que les gens ont peur que la France arrête d'être la France, que ce soit autre chose. Donc, de toute évidence, il y a une vraie inquiétude. Et cette pseudo-théorie, elle existe, elle repose sur du grand flou. Et moi, j'aimerais bien, parce que c'est mon côté vulgarisateur, que des gens, des anthropologues, expliquent c'est quoi un peuple, que les démographes expliquent c'est quoi la France, comment les peuples se sont structurés, pour qu'on rassure les gens en fait que le changement c'est normal, que l'immigration c'est la règle, et que finalement à l'échelle de quelques générations il n'y a rien à craindre, hein, et à plus long terme il y a rien à craindre, on ne sera plus là, donc il n'y a rien à craindre non plus, et que de toute façon et que les gens jouent sur leur peur en fait. Et j'ai évoqué ça sur Twitter en disant est-ce qu'il y aurait des démographes, des anthropologues qui voudraient en parler, et on m'a dit qu'il fallait pas poser la question, et ça c'est plutôt les ultra-gauchistes qui m'ont dit que parce que poser la question ça valide le narratif des fachos. Donc moi je ne sais plus quoi faire du tout, je vous avoue, parce que ne pas s'intéresser ça marche pas, parce que ça prend déjà de la place, et s'y intéresser mais pas sous le bon angle, ça fait qu'on prend des coups. Donc moi, cette théorie, je ne sais pas quoi en faire, comment en parler. Mais alors, j'y crois pas, hein, mais comment on s'en débarrasse, comment on la débunk sans en parler, je ne sais pas comment faire. La tranche en biais, c'est quoi? De quoi on y parle? Eh bien, on verra ça dans un instant, juste après la petite pause avec Thomas Durand, qui est notre invité sur France Maghreb 2. Il est co-animateur d'ailleurs de cette tranche en biais sur YouTube. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Ismaël Boudjekada, avec Kamal Abina et Tarek Sassi. Et notre invité, donc Thomas Durand. Petite réflexion que j'ai entendue en off, là, parce que je les écoute parler, les zigotos là en face. Là, et il y en a qui disaient, mais je ne vais pas dire qui. Voilà, on parlait d'Idriss Aberkane tout à l'heure. C'est peut-être un Maghrébin qui a une certaine intelligence. Et on n'aime pas trop quand il y a un Maghrébin qui s'exprime bien, qui a des bonnes théories. Faut aller sur ce terrain-là, Thomas Durand? Je crois que c'est normal de se poser la question. On ne peut pas en vouloir aux gens. Il y a des difficultés dans la société à ce niveau-là, donc je peux comprendre qu'on ait ça. Une fois qu'on a ce soupçon en tête, si on cherche à le valider, on tombera toujours. C'est le principe des théories du complot. Si vous pensez qu'il y a un complot, vous allez trouver des raisons. Et toute preuve qu'il n'y a pas de complot est une preuve que le complot est bien foutu. Voilà. Bon, maintenant, si vous très bien, est-ce qu'on peut trouver des raisons pour lesquelles, en fait, ce serait bien un charlot? Moi, j'en ai amené, d'autres en ont amené. Et je pense que ce serait faire honneur aux autres Maghrébins qui réussissent sans être des charlots, et aux futurs, aux jeunes là, qui sont en train de trimer et qui un jour auront des places qui aujourd'hui ne sont pas encore gagnées pour eux. Et ben, c'est leur faire honneur à eux que de dire non à des gens qui sont des charlots. De quoi on parle sur la tronche en biais? On parle de science, un petit peu tout. Le dernier live, c'était sur on a des lives tous les mois avec des invités, des experts. C'était sur le trouble dissociatif de l'identité, donc ce qu'on appelait autrefois le trouble de la personnalité multiple, avec une psychiatre pour évoquer est-ce que c'est un trouble réel, parce que ça paraît extrêmement bizarre, et la fiction en donne des idées bizarres. Donc voilà, et essayer d'être raccord avec ce que la science nous dit aujourd'hui. Prochainement, au mois de juin, on va parler de théorie de l'évolution, et est-ce que la théorie de l'évolution peut nous expliquer pourquoi le cerveau humain produit du bien et du mal, comment est-ce qu'on porte ces jugements-là, ça vient d'où? On a des réponses assez fortes de ces disciplines-là, puis des fois on débunk des propos pseudo-scientifiques, ça dépend, on fait des choses un peu diverses et variées. Bon, Tarek Sassi, ça te donne envie d'aller voir un petit tour du côté de la tronche en biais? Oh, oui. Même, pourquoi pas proposer un sujet. Hein. Vous avez de la chance parce qu'il n'aime personne, Tarek Sassi, donc vous avez beaucoup de chance. Christophe, je t'aime bien, toi. Ouais, et j'aime beaucoup Gamal. Ouais. Et j'aime aussi notre ami Ismaël. Voilà. Tiens, il y a un auditeur qui nous écoute et qui souhaite intervenir. Alors, vous savez qu'ici, on ajoute transparence, tout le monde peut s'exprimer. Même pour ceux qui ne sont pas d'accord ou ceux qui sont d'accord, ils peuvent venir à l'antenne et on en débat évidemment avec Anis qui nous écoute. Bonjour Anis. Oui, bonjour Christophe, merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Bonjour. Écoutez, moi j'ai pris l'émission un petit peu en cours puisque je suis dans mon véhicule et je me suis arrêté. Ouais, parle bien devant ton téléphone s'il te plaît, moi Anis. Oui, voilà. Donc je me suis arrêté pour vous appeler. Moi, je connais pas particulièrement Idriss Aberkane et ça m'intéresse pas tellement, bien que effectivement, j'ai regardé un petit peu, il m'est arrivé de tomber sur certaines de ses vidéos. Ouais. Bon, je trouve qu'il a une culture qui est tout à fait remarquable. Hein. Je n'ai rien à dire de ce point de vue-là. Maintenant, effectivement, concernant ses diplômes, ses formations, etc., c'est tout à fait possible. Et cette enquête révèle peut-être des dimensions du personnage que l'on ne connaît pas. C'est possible. Moi, je dirais
non, une chose, deux ou trois choses. La première, c'est que vous parliez tout à l'heure de complot. Alors sachez juste une parenthèse que l'histoire de l'humanité est faite de complots. Hein. C'est-à-dire que dire qu'il n'y a pas de complot, que cela n'existe pas, c'est une contre-vérité. Bon, ça c'est un point. On s'arrête là-dessus un instant. Thomas Durand, votre réaction là-dessus, sur ce que vient de dire Anis, notre auditeur. Et je pense que Jules César est d'accord avec monsieur, évidemment qu'il y a des complots, bien sûr. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la personnalité d'Idriss Aberkane, aussi intéressante soit-elle, me paraît tout à fait secondaire. Vous auriez dû, par exemple, à l'occasion des élections présidentielles, vous intéresser à des personnalités de premier plan qui pèsent sur le vote et le choix des Français, à savoir peut-être quelqu'un comme Éric Zemmour. Alors, je sais qu'il y en a certains qui ont fait le travail. C'est beaucoup plus exigeant, c'est sans doute on est davantage exposé lorsqu'on s'intéresse à ce genre de personnalité. Je pense par exemple encore une fois à Zemmour. Il y a un livre, non, je ne citerai pas le titre, je ne suis pas ici pour faire de la publicité pour qui que ce soit, mais qui révèle, source à l'appui, des dimensions insoupçonnées du personnage, à savoir le double discours qui, pour le coup, accuse la communauté musulmane en France de ne pas être intégré, de ne pas être assimilé, alors que lui-même ne l'est pas. Il accuse la communauté musulmane qui se marie très souvent, dans le cas du mariage, avec un taux de mariage mixte, comme le dit d'ailleurs Emmanuel Todd, à un taux relativement élevé, c'est-à-dire à 30%, alors que lui-même ne respecte pas cela puisqu'il est également endogame. Donc voilà des sujets qui eussent été intéressants dans le cadre de cette campagne et concernant des personnalités de premier plan. Merci Anis, c'est très intéressant. Alors la question en fait qui pose de manière sous-jacente un petit peu à notre ami Anis, pourquoi Idriss Aberkane, Thomas Durand? Mais pourquoi pas? Oui, mais d'accord, mais bon. Ah ouais, mais ça s'appelle le boîte à boutisme. Vous parlez d'un truc, vous dites, ah mais fallait parler d'autre chose, ça m'intéresserait plus. Que ce monsieur enquête sur Zemmour, la preuve ça a déjà été fait, il y a un bouquin qui a été fait dessus. Je rappelle que moi, je viens des sciences du vivant, et qu'Aberkane a commencé par parler des sciences du vivant. Oui. Du coup, le rapport... Donc c'est un peu votre domaine en fait. Il parle du monde académique, il revendique des titres qu'il n'a pas, et récemment, il a revendiqué la résolution de Syracuse, par exemple. C'est un truc complètement très compliqué. Ce mec, s'il a raison, c'est un génie. Et les mathématiciens, quand on leur en parle, ils disent Aberki, comment prétend qu'il a résolu le truc, quoi. Alors, il parlait un niveau d'imposture scientifique extrêmement fort, avec un mec qui passe dans les médias, qui a 500 et quelques mille abonnés sur YouTube, qui fait 1000 abonnés par jour. Pardonnez-moi, à mon petit niveau, c'est quelqu'un dont je peux éventuellement empêcher un peu la trajectoire. Zemmour, j'ai aucun pouvoir contre lui. Aberkane, peut-être que je peux empêcher quelque chose, pour empêcher qu'il retourne dans les médias, vendre des cracks. Il a un point commun avec Zemmour, Aberkane, c'est qu'il fait partie d'un... Alors c'est quoi Gamal? C'est un collectif? C'est un mouvement, mais... un mouvement créé par Stéphane Simon. Par Stéphane Simon, absolument, le producteur avec lequel j'ai bossé d'ailleurs. Et ça s'appelle Front Populaire, donc un magazine qui a été lancé. C'est bien de gauche, ça. Il travaille avec le philosophe Michel Onfray. Et effectivement, il s'inscrit là-dedans. Le Front Populaire, c'est particulier parce qu'on a du mal à les situer politiquement. Ils ont l'air d'être à droite, mais c'est vrai qu'ils ont aussi récupéré Raoult dans le lot. Moi, j'ai envie de rajouter une chose, c'est que parler de Zemmour, tout le monde en a parlé, on en parle en long et en large, il n'y a plus rien à dire sur lui. Aberkane, c'était autre chose, parce qu'effectivement, vous aviez une démarche scientifique, vous vouliez déconstruire les idées qui étaient exagérées et qui tendaient de plus en plus vers la droite, voire l'extrême droite. Et il faut se rappeler quand même que Idriss Aberkane, qui n'est loin d'être un génie, est quand même le fils de 2 chercheurs agrégés de mathématiques, dont le père a travaillé à l'énergie atomique. Donc, il n'y a pas de génie, c'est quelqu'un qui est bien né, qui est né de grands bourgeois, qui a eu un socle très favorable et qui aujourd'hui profite effectivement de cette situation de confort qu'il a eu dans sa vie pour être bien vendu par effectivement un éditeur. Non, moi juste si je peux rajouter un petit truc. Qui passe son temps à rabaisser les gens. Il traite l'enquêtrice qui a fait la vidéo de livreuse. Oui, elle a bossé pour Uber Eats parce qu'il fallait qu'elle paye ses études. Il a critiquer un autre qui serait un ancien barman et donc qui serait indigne de porter une critique contre lui, mais ça sort d'où ça? Dans quel groupe d'humains on juge les gens par rapport au fait qu'ils font des métiers qui ne sont pas à la hauteur de mépris de classe. C'est un homme qui a méprisé quelqu'un qui était dans son lit de mort.
il va mépriser des prolos. Au-delà de rentrer faut dire la vérité. Sur l'attaque personnelle. Enfin, moi, mais ce gars-là, c'est le plus intelligent pour le coup. Là, enfin, moi, sincèrement, sur Aberkan, là où effectivement je rejoins Gamal, c'est que qu'est-ce qui vient mettre son nez dans les affaires politiques, allant jusqu'à appeler à voter pour Marine Le Pen? Ça, je l'ignorais. Et là, pour moi, ça me pose un véritable problème, parce que moi, à titre personnel, j'ai appelé à ne voter ni pour l'un ni pour l'autre, parce que pour moi, ce sont deux programmes. T'es complice alors. Ah, je ne suis pas d'accord. Complice de qui? Complice de qui? Moi, je suis complice de personne. Ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, on vote. Tu confonds l'abstention. Tu confonds l'abstention. Non, mais je sais que c'est de l'ironie, mais quand même. À un moment donné, il y a l'abstention et il y a le vote blanc. Moi, ce que je dis, c'est que ce monsieur, de par l'audience quand même qu'il a, aurait dû simplement se taire sur ces questions-là, et surtout, parce qu'on le sait, il est suivi par beaucoup de personnes qui sont des enfants d'X génération issus de l'immigration. Mais la réalité, c'est que là, il les appelle à aller voter pour leur bourreau. Et moi, ça me dérange profondément. Qu'il reste dans ce qu'il maîtrise, si tant est qu'il le maîtrise véritablement, du coup, parce que maintenant, j'en doute. Mais effectivement, j'avoue que j'ai partagé pas mal de ces vidéos quand même. Ouais, bah oui, quand même. Jafar est avec nous, auditeur de France Maghreb 2. Bonjour, Jafar. Bonjour, salut tout le monde. Je suis très heureux. Bon, on n'est pas toujours en retard. On n'est pas en retard du tout, même. Quand même. Voilà, j'ai entendu parler du complot. Ouais. Sincèrement, le complot, il existe bien avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a existé, mais vraiment existé le complot. Hein. Le jour d'aujourd'hui, le complot, on entend parler, on essaie d'en parler. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais on le sait que ça existe, le complot. On ne fait rien pour arrêter le complot. C'est ça qu'il faut se dire dans la tête. Le complot, on fait rien. On fait rien pour l'arrêter. On l'entretient même, peut-être. Oui, ouais, on l'entretient. Comment? Je veux dire, on l'entretient quelque part. Et d'ailleurs, il y a des personnages qui l'entretiennent, qui en vivent. On les aide dans ce complot, dans leurs mensonges. Voilà, dans leurs mensonges. On est avec eux. C'est un truc de malade, hein. Quand on parle de M. Zemmour. Ouais. Eh ben, je regarde que moi, M. Zemmour, je vais le dire, hein, je vais être honnête. Moi, je suis quelqu'un, je vous assure sincèrement, quand je vois les débats avec Zemmour, je me dis sincèrement, est-ce qu'il y a des hommes sur Terre? Non, après, je vais y aller, hein. Je vais dire, Poutine, c'est un homme. Ah oui? Pourquoi? Non, mais attendez, vous dites, mais il a été droit, il a tapé sur la table, il leur a dit, celui qui s'approche, je m'en occupe. Eh ben, M. Zemmour, c'est pareil. Il faut lui faire exactement la même chose. C'est quelqu'un que pour... Je pas trop compris dans ça. Je ne soutiens pas vos propos. Je vais m'arrêter sur vos propos de Jafar, qui est très intéressant. Le complot. Sur le complot, Thomas Durand, sur la manière dont on l'entretient et que certaines personnes l'entretiennent, voire même en vivent. C'est leur fond de commerce. Le complotisme. J'ai pas bien compris. Le complot, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le complot juif? Est-ce que c'est le complot illuminatique, le complot reptilien, le complot des riches? Le complot en général. Le complot en général. Non, le complotisme alors. Le complot en général. C'est le complotisme. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à manipuler d'autres gens. Bien sûr. Et il y a des groupes d'intérêt, etc. À tous les niveaux, ça existe évidemment. Après, si on commence à en voir partout et à avoir des îles méchants, la pensée conspirationniste, c'est exactement ce qui amène Poutine à dire qu'il y a des nazis partout, et donc du coup il va faire la guerre. Et moi je trouve que c'est plutôt un mouvement de connards, personnellement. Alors pour le coup, moi je veux quand même préciser là-dessus, parce que je suis absolument pas d'accord. Je pars du principe que oui, il y en a qui vont partir dans un sacré délire, la terre est plate et j'en passe. Maintenant, il y a des complots qui sont des complots et qui existent, et je pars du principe que aujourd'hui le problème, c'est quand vous collez cette étiquette de complotiste sur le front de quelqu'un, c'est dans le seul objectif de lui faire perdre toute légitimité à débattre et toute crédibilité. Ouais. On devrait justement être content que des citoyens avisés se posent, ou moins avisés parfois, je l'entends, se posent un certain nombre de questions au point de remettre en question une vérité qui est bien établie. Parce que j'ai envie de vous dire, l'histoire de manière générale, elle est écrite par celles et ceux qui ont gagné, ou plutôt qui sont sortis les grands vainqueurs de l'histoire. Donc heureusement qu'il y a cette réflexion à avoir un complot visant à défendre des petits intérêts, parce que sinon, c'est la dictature de la pensée unique. À ça sur la question du complot, parce qu'on mélange complotisme. Alors, qui va dire, par exemple, et on le dit pas malheureusement, pourtant, qui va dire que M. Raoult est un complotiste?
qui a manipulé sa population parce qu'il travaillait pour son laboratoire qui n'a jamais produit de vaccin, je le rappelle, ce grand laboratoire français dont je ne tairai le nom aujourd'hui. Il travaillait pour eux et il a fait la publicité de l'hydroxychloroquine. Qui va dire qu'il y a un complot, il y a un conflit d'intérêts, c'est évident. Qui va parler complot? Il faut faire une distinction entre le complotisme, donc c'est ceux qui ont un délire, qui pensent que tout le monde leur en veut pour des raisons qui sont absolument incompréhensible au demeurant, et le fait qu'il y ait effectivement parfois des manœuvres de la part de gens faibles. Quand effectivement, vous y référence à César, il est assassiné par Brutus, Brutus n'a pas le pouvoir. Mais il y a un complot contre César. Le complot, c'est l'arme du faible. C'est celui qui n'a pas la force. Les États-Unis, quand ils vont détruire l'Irak en 2003, ils se moquent du monde en montrant une fiole qui est un mensonge. On leur dit, vous n'irez pas, ils y vont quand même. Il n'y a pas de complot. Dans les faits, ils y vont parce qu'ils ont la force. Celui qui est faible va faire un complot parce qu'il va attaquer par derrière. Donc moi, le délire complotiste, je le valide pas. Je considère que tant qu'il n'y a pas, et là on parle de scientifique pour le coup avec M. Durand, tant qu'il n'y a pas de raison sérieuse, valable et logique, il n'y a pas de complot. On a entendu dire sur cette histoire de Covid qu'il y avait un complot mondial. Comme si le monde avait aspiré à détruire l'économie, à tuer près de 7 ou 8 millions d'habitants aujourd'hui sur Terre. Oui, mais les réseaux sociaux, quand même, participent, bien sûr. Participent aussi à cela, où tout le monde peut donner un peu plus ou moins son avis. Il y a un gros problème. Oui, Thomas Durand, pardon Ismaël. Vas-y, Thomas Durand. Parce que le mot complotisme, on en a besoin. Ouais. Le complotisme, c'est une manière de voir les choses, c'est une rhétorique. Et du coup, dire que c'est utilisé que pour discréditer les gens, c'est pas vrai. Alors c'est vrai que c'est utilisé comme ça, mais c'est comme le mot raciste. Le racisme existe et raciste est devenu une injure. Et pourtant, c'est pas très pratique. Il vaut mieux expliquer aux gens que le racisme, c'est ceci et cela. Comme ça, ils peuvent comprendre pour éviter de tomber dedans, plutôt que d'utiliser comme une injure. Donc le complotisme existe quand vous commencez par croire qu'il y a un complot et que vous cherchez activement à valider votre théorie. Il y a plein de gens comme ça. Et on peut pas leur en vouloir, mais on peut peut-être leur apprendre à être plus prudent. Parce que le jour où il y aura des vrais complots, et il y en a, bien sûr. Comment on va distinguer le vrai du faux? En général, quand il y a un vrai complot, il y a une enquête journalistique. Et c'est pas un mec sur Facebook ou Twitter qui vous dit tiens, moi je suis sûr de ça, paf, il avait raison. C'est pas comme ça que ça marche. C'est Mediapart. Non, mais quand même, s'il fallait compter sur les journalistes pour établir certaines vérités et dénoncer des complots. Mediapart. Non, et commencez pas avec Mediapart. Il y a des bons journalistes, que ce soit Mediapart. Faut arrêter. Arfi a fait le travail face à Sarkozy, je suis désolé. Alors, Thomas Durand, où est-ce qu'on peut retrouver vos travaux, justement, puisqu'on a beaucoup parlé de ce personnage Idriss Aberkane, puisque vous apportez des preuves sur ce monsieur. Elles sont où? On peut les voir où? Alors j'ai un blog qui s'appelle La Menace Théoriste. La Menace Théoriste, ça donne envie ça. Notamment par rapport aux théories diverses et variées en pseudosciences et théories du complot. Donc vous pouvez taper Aberkane sur La Menace Théoriste. Vous avez sur YouTube La Tronchambier avec une série, je crois que maintenant il y a 7 vidéos, il y avait 2 vidéos de départ, après j'ai répondu aux réponses de M. Aberkane. Et vous pourrez juger sur pièce une fois que vous aurez... Ça prend du temps. Si vous voulez vous faire un avis solide, il ne faut pas vous fier uniquement à ce que j'ai dit là maintenant chez vous, parce que peut-être que j'ai abusé. Il faut aller voir ce que je dis en vidéo. Est-ce que je source ce que je dis et comment en face la personne répond. Et après vous pourrez juger. Bon, eh bien merci en tout cas de nous avoir accordé quelques minutes sur France Maghreb 2, Thomas Durand. À très bientôt. La Tronche en biais, donc c'est sur YouTube. On n'hésite pas à aller voir pour ceux qui veulent évidemment. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Et puis je rappelle que vous êtes aussi le directeur de la rédaction de la ASTEC, l'association pour la science et la transmission de l'esprit critique. D'ailleurs, c'est dommage. Il aurait fallu quand même. Il y a un mot qui t'avait échappé, Christophe. Si vous pouviez le donner, Monsieur Durand, c'est la zététique. Alors, rapidement. Alors, qu'est-ce que la zététique? La zététique, ça vient d'un mot grec, zétan, qui veut dire qui examine, qui cherche. Et ça date des années 70-80. Henri Brock, un professeur à Nice de physique, qui a repris le mot pour en faire un enseignement, parce que ses étudiants savent des choses, mais ne savent pas comment ils le savent. Ils savent que la Terre est ronde, mais pas comment on l'a su. Et donc la zététique, c'est l'approche scientifique un peu du paranormal, parce que le paranormal, ça donne plein d'exemples sur comment est-ce qu'on se pose des questions sur comment est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de licorne, comment est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de yéti, etc. Et donc la zététique, c'est l'art du doute. On doute d'abord de ce qu'on croit. Merci Thomas Durand, à très bientôt sur France Maghreb 2. Dans un instant, le zapping, les enfants. Le LGF sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct avec Ismaël Boudjekada. Ça va, mon Ismaël? C'est mieux en direct quand même. Ouais, il y a plus d'ambiance. Ah ouais, il y a plus d'ambiance. Il y a des gens qui taquinent. Voilà. Gamal Amina et Tarek Sassi, c'est parti pour le zapping avec mon petit jingle dont je suis particulièrement fier. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va.
C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Comment ça ose tout? C'est pas ça que vous le connaissez. Eh oui, effectivement. Tout à fait. Magnifique jingle en tout cas. Alors, dans notre zapping, qu'est-ce que j'ai à vous proposer et à commenter? Un Laurent Fabius qui a eu beaucoup de mal, mais alors beaucoup de mal, lors de l'investiture d'Emmanuel Macron, à donner le nombre d'électeurs d'Emmanuel Macron. Écoutez plutôt, Fabius, je crois que ça devient dur pour lui. Le dimanche 24 avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, vous avez recueilli 18 millions. 678 000 et 639 voix. C'est dur, hein? C'est dur. C'est une honte. J'en suis sûr, il n'a pas compté le nombre de personnes qu'il a contaminées avec le sang contaminé. Ou le nombre d'euros qu'il a escroqué avec son fils. Il a été acquitté pour ça. Ouais, bien sûr. Ouais. On acquitte facilement. Hein. Bah, il a acquitté, voilà. Même son fils, il est acquitté. Donc il a beaucoup de mal. Hein, elle est belle la gauche. Hein. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel. C'est là où on y met les éléphants. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai un Emmanuel Macron pour qui tout est nouveau. Écoutez. Le peuple français n'a pas prolongé le mandat qui s'achève, commencé le 14 mai 2017. Ce peuple nouveau, différent d'il y a 5 ans, a confié à un président nouveau un mandat nouveau. Waouh, ça me rappelle Sarkozy. J'ai changé. Ah, Ismaël. Il change toujours. Ouais, non, mais franchement, c'est ridicule. On s'est fait... Et d'ailleurs, ça a commencé très fort, puisque le lendemain de son élection, Bruno Le Maire nous parlait du 49.3 pour la réforme des retraites. Donc peut-être qu'il a changé, mais en pire. Ouais. Et je crains le pire, justement, pour ces 5 prochaines années. Alors, il y en a pour qui c'est aussi compliqué de répondre à des vraies questions, par exemple de services publics, quand on est habitué à parler d'immigration, d'identité, pour une future élue peut-être au Rassemblement National, invitée sur France 3. Elle ne comprend pas du tout la question, elle demande même à ce qu'on coupe au montage, sauf que c'est en direct. C'est un premier politique là-dessus. C'est-à-dire, quelle est votre politique en matière de services publics? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement National? Quelle est votre position? Je rebondis sur ce qui vient d'être dit en face de vous. C'est pas une question piège. En fait, j'ai pas tellement compris la question. Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France? Je suis désolée. Est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment pas compris cette question. Alors, on peut pas couper parce que c'est pas possible. Je vous propose de continuer parce qu'on va parler. On sait pas ce que vont donner ces. C'est un peu dur quand même, hein. C'est dur, hein. Ouais. C'est hyper gênant. C'est hyper gênant, hein, effectivement. C'est ça le fruit du piston en politique. Hein. C'est pire que tout. On parle d'extrême droite qui est là pour nous éclairer, pour sauver le pays. Pour sauver le pays des gens qui comprennent pas les questions, c'est chaud. Hein. Alors Christophe Castaner interrogé sur France Info sur un nom qui a circulé parmi les investitures de La République En Marche, ou plutôt de Renaissance. Une certaine Zineb Arazoui, éclaircissement, et il est très clair, Christophe Castaner. On parlait tout à l'heure des investitures qui pouvaient poser question, des investitures de la majorité. Un autre cas, celui de Zineb El Razoui, qui est pressentie elle aussi pour les Français de l'étranger. Elle est connue pour ses positions en faveur de la laïcité, mais aussi pour sa proximité avec des figures d'extrême droite, comme le youtubeur Papacito, et quelques dérapages aussi quand elle a expliqué par exemple sur CNews en 2019 que les policiers devaient tirer à balles réelles contre des émeutiers en Yvelines. Est-ce qu'elle sera investie, Zineb El Razoui? C'est étonnant que vous puissiez dire qu'elle a été pressentie. J'ai vu effectivement que la presse en parlait. Oui. Pour avoir été un peu dans le cœur du dispositif, à aucun moment sa candidature n'a été envisagée et elle ne l'a pas demandé sur la 9e circonscription des Français de l'étranger. Alors vous savez, je ne voudrais pas commenter ce que les journalistes pressentent. Je voudrais commenter la réalité. La réalité, c'est que Zineb El Razoui n'est pas candidate aux élections législatives. Et qu'elle ne le sera pas. Donc sous vos couleurs, pour être parfaitement clair. Moi, de mes informations, elle ne l'est pas et elle ne le sera pas. Mais vous savez, c'est pas moi qui fais les investitures et qui travaille. C'est une discussion entre les responsables de partis politiques. Mais ça n'est pas un sujet d'actualité. Voilà. Donc, vous avez compris, on a tenu à ce que les choses soient claires. Zineb El Razoui, il faut oublier, hein, Gamal. Elle est carbonisée. Ça sorti sur les. Il y a 3 sorties qu'elle a faites qui étaient quand même balèzes. Ça sorti sur les gens qu'on doit tuer dans les banlieues à balles réelles. Modèle américain, elle trouvait ça génial. Ensuite, cette affaire avec Charlie Hebdo, elle n'était pas très claire. On ne savait pas très bien s'il était dedans, pas dans le journal et tout. Et puis surtout, c'est pas ça.
le Papacito, je veux dire, c'est quand même le mec qui a mis en scène la possibilité de tuer des gens d'extrême gauche, quoi, de la France insoumise. Donc c'est beaucoup de... En vérité, il dit qu'il ne savait pas qu'elle était investie ou pas. Il sait parfaitement que ça fait des mois qu'elle court après Macron, qu'elle réclame un poste, qu'elle fait du cirage de pompe parce qu'aujourd'hui elle est atomisée. Et j'ai envie de dire une chose qui va peut-être surprendre tout le monde. Il y a beaucoup de critiques sur Macron et je les comprends. Il a fait un truc, Macron, en 5 ans de mandature que jamais aucun politique n'avait fait avant. Il a effacé toute opposition radicale en face de lui, qu'elle soit du côté maghrébine, le CRI, le CCIF, les indigènes indirectement, tous ont été éliminés. Et il a effacé toute l'opposition d'extrême droite non républicaine, comme on l'a vu avec les identitaires, comme on voit avec des excités comme Razaoui, qui a été effacé, il ne faut pas l'oublier. Macron a fait le balayage pour calmer un peu le jeu. Donc à part Zemmour qui est resté dans la course, tout le reste a disparu. Dans un instant, et pour terminer notre zapping, direction la Tunisie, où il y a une manifestation de soutien à Kais Saïed hier. Mon cher Tarak, tu vas pas nous en parler, à tout de suite. Avant le quiz, dans un instant, et pour terminer cette émission de ce lundi. Putain, on fait le quiz à la fin de l'émission. Non, oui, c'est à la fin. Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'as un truc à dire encore? Non, mais... Il est jamais content, ce type. Il est horrible, hein. Mais non, je suis juste surpris. Parle de Tunisie, toi, je vais t'envoyer chez Hanouna, tu vas vite fait, toi. Direct. Allez, on va partir en Tunisie. Hier, il y a eu une manifestation à ceux qui disent que Kais Saïed, apparemment, il a plus beaucoup de soutien. Bah, c'est faux. Il y avait du monde dans les rues hier pour le soutenir. Des slogans appelant à l'assainissement de l'administration et de la magistrature de toute forme de corruption. 9 mois après sa prise de pouvoir, les partisans de Kais Saïed sont toujours là pour le soutenir. Ils se sont réunis devant le théâtre municipal à Tunis sur l'emblématique avenue Habib Bourguiba pour exprimer leur solidarité face au président. Un président assez isolé sur le plan politique puisqu'il fait face depuis sa prise de pouvoir à une opposition certes dispersée mais toujours présente sur le terrain politique. Aujourd'hui, il doit aussi faire face à une situation économique et sociale qui ne s'est pas améliorée depuis le 25 juillet, avec une inflation qui a atteint les 7,5%. Une série d'incendies également pendant les 2 jours qui ont clôturé le mois de Ramadan, les 2 jours de célébration de l'Aïd, ont beaucoup affecté le pays, notamment le sud de la Tunisie à Gabès. Et le président de la République a durci le ton envers les partis politiques, disant qu'il ne négocierait pas avec ceux qui essayaient de mettre à feu littéralement le pays. Il a également annoncé il y a une semaine le projet d'une nouvelle constitution ainsi que d'une nouvelle république qui seront soumis à un référendum d'ici l'été, fidèle à sa feuille de route. Voilà, reportage donc de France 24, Tarak Sassi. On a eu le chiffre, s'il te plaît, de manifestants, le nombre de manifestants? Plusieurs centaines. Oui, plusieurs centaines. Centaines de quoi? De milliers? De centaines de plusieurs centaines. De millions. Bon. Ouais. Bon. Ouais, alors tu sais que de l'autre côté, l'opposition, quand ça manifestait aussi, ils étaient nombreux. Ouais. Bien sûr. L'opposition, et c'était pas uniquement que les gens qui se rangeaient derrière les partis. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au moins cette dame à France 24, elle a bien précisé qu'il y a eu des émeutes à Gabès. Gabès qui fait partie de ces régions qui sont oubliées. Et aujourd'hui, même les villes riches comme Sousse, comme Sekhen, aujourd'hui connaissent des graves problèmes aujourd'hui de disette alimentaire, connaissent des problèmes sociaux assez graves. Et ce président Tartour, vous m'excusez du terme, ça veut dire bon à rien, est en train d'aggraver la situation parce qu'il n'a aucune maîtrise, il a aucune une certaine popularité, Tarak, là-bas quand même en Tunisie. Ça, je vais te dire un truc. Dire que quelqu'un a une popularité quand on n'est pas dans le pays et quand on ne parle pas avec les Tunisiens qui sont sur place et quand on voit les milliers de barques, et là je te parle de milliers parce que c'est des milliers de barques qui partent tous les ans en direction de l'Europe, dont beaucoup coulent et on ne sait pas comment il finit. C'est quand même lui qui les motive. Quand ce mec-là, pour lutter contre l'immigration clandestine et la mort de personnes dans la mer Méditerranée, il ose dire Jibouli oulé, Dimetrali choulé, ça veut dire ramenez-moi mes enfants quand ils sont en Italie ou ailleurs, ne laissez pas mes enfants partir, alors qu'il n'a aucun avenir à leur proposer. Il n'a aucun avenir. Il a vraiment calfeutré, fermé le pays. Il a cassé le pays. Ce mec-là, c'est un Zemmour de l'administration. Et il n'a rien fait en fait pour qu'il y ait un dynamisme de l'emploi, de la productivité sur quoi que ce soit. Un pays aujourd'hui qui est capable de produire du blé, qui a été dans la corruption commerciale avec, je le nomme Olivier Poivre d'Arvor, ce pourri qui fait semblant d'aimer la Tunisie, que j'ai dénoncé et que j'ai humilié en 2017, doucement. Calme-toi. Qui a fait signer
Pas de diffamation. Non, c'est pas des diffamations, Si, c'est la c'est de la vérité. diffamation. Ah non, c'est pas de la diffamation, Ouais, c'est la vérité. Ah non, c'est la vérité, c'est la vérité. Je lui dis en face de lui. C'est la vérité. Et tu demanderas à Montsef, s'il te plaît. Tu demanderas à Montsef. L'ingérence de l'ancien ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Boivre d'Arvor, qui a fait signer des ventes de terrain pour faire de l'huile de colza, alors que soi-disant on nous parle de pénurie, qu'aujourd'hui maintenant on se remet à produire du blé en Tunisie, hein, d'un seul coup. Hein, et ça, tout ça, c'est au profit de qui? C'est au profit des multinationales et c'est au profit des monsieur Leclerc qui viennent nous expliquer comment on doit frire un mouton. Mais c'est quoi ça? Bon, et monsieur Saïd participe à tout ça. C'est bon. Il défend des intérêts étrangers, il défend pas des intérêts nationaux. Je peux jouer l'avocat. Après, il a été élu démocratiquement. Démocratiquement, Parti Dinard. On a empêché les gens qui votaient pour Nabil Karoui. Ils se sont fait taper. Il y a eu plein de vidéos. Il y a eu plein d'irrégularités. Tu peux me laisser. Il y a eu plein d'irrégularités. Non, mais il voulait un président qui était en tôle, lui. Attends, ensuite, non, mais il était. Non, il est sorti. Il a été élu. Il était en tôle quand il y a eu les élections. Ouais, mais il a été élu quoi qu'il arrive démocratiquement. Ensuite et surtout, il est l'héritage. Il a hérité. Ça dépend ce que tu dis de la démocratie. C'est la démocratie. Tu écoutes l'autre aussi. Ensuite, il hérite d'une situation calamiteuse, c'est pas lui qui l'a créé, on est d'accord. Et quand tu dis qu'il n'a rien fait pour améliorer les choses, je crois pas qu'il ait beaucoup de leviers pour le faire. La Tunisie connaît des difficultés structurelles depuis 2011, et malheureusement, ça s'est pas amélioré. Mais on peut pas incriminer une personne, c'est un système. Non, mais la France ne fait rien pour arranger ça. Juste une précision, non mais pire que ça. Moi, ce que je dirais, c'est que la France, au-delà de ne rien faire pour régler la situation, participe bien souvent aussi, disons-le clairement, au pillage de l'Afrique. L'Afrique est la pompe afrique de l'Occident depuis belle lurette, et à un moment donné, effectivement, ces gouverneurs africains font avec les moyens qu'ils ont à disposition, c'est-à-dire 3 fois rien. Et d'ailleurs, juste, je rappellerai les propos de Jacques Chirac, qui disait une grande partie de l'argent que nous avons dans notre poche vient de l'Afrique. Rendons-leur ce qui leur revient de droit. Absolument, le quiz, c'est parti. Le quiz. Un peu se calmer, hein, quand même. C'est très tendu aujourd'hui, quand même. Ismaël Boudjekada face à Gamal Abina et Tarek Sassi. Première question. On est en 1990 et c'est la consternation. Un cimetière juif a été profané. Bonne réponse. J'allais le dire. Moi, j'étais pas né. Effectivement, Gamal Abina, bonne réponse. Quelle joueuse de tennis tunisienne Jebari a remporté son premier titre ce week-end à Madrid? Je ne laisserai pas gagner. Onjaber. Ils sont à fond. Exactement. Elle a battu l'américaine Jessica Pegula. Le score 7-5, 0-6, 6-2. Bravo à elle. Son premier titre, donc félicitations. C'est la Tunisie qui gagne, ça. Tunisienne tennisman, enfin tennis woman. Voilà, c'est ça. Troisième question. Qui est élu président de l'État sud-africain en 1994? Mandela, bonne réponse. Effectivement. Bah oui, il va te fumer, absolument. Moi, je suis déjà hors-jeu, la mosquée de quelle ville de Moselle, de Lorraine, a été visée par des bouteilles incendiaires ce week-end? C'est encore un truc de Prechtrum. C'est imprononçable. Non, c'est une question piège. Moselle, pas les villes d'Alsace, là. Non, putain. C'est imprononçable. Nice. Non. Metz. Bonne réponse. De notre ami Ouais, c'est toujours quand c'est facile. Hein. En plus, je cherche un animateur de télé, mais également chanteur mort en 2008. Il a été également parolier pour une certaine Dalida, avec une chanson que tout le monde connaît. C'est Pascal Sevran. Pascal Sevran est une bonne réponse, mon cher Gamal. Quelle belle chanson. Je te la laisse, celle-là. La chance aux chansons, vous vous rappelez évidemment. Chance aux chansons. Gamal, la chance au chômage. C'était la belle époque. Ouais, c'est ça. Attention. Goldman. Non. N'importe quoi. Pas Goldman. Non, pas encore. Les gens qui regardaient la chance aux chansons, c'était les gens qui étaient au chômage. Ah bon aussi. Non, c'est les vieux. N'importe quoi, Tarek Sassi. Question suivante. Une exposition de. Je cherche une exposition dans quel musée marseillais? Une exposition consacrée à un penseur musulman humaniste. Le musée héros national. Mucem. Le Mucem, où il y a actuellement une exposition sur le héros des Algériens, la figure internationale de la tolérance, Némir Abdelkader. Absolument. Mucem, extraordinaire comme musée. C'est normal, c'est de l'entente pro-algérienne. C'est l'algérienne. Vous êtes accusé de ça de toute façon, monsieur Fro. Dernière question, taisez-vous. Dernière question, je cherche un humoriste français né à Pantin en 1939. Ah, c'est pas Cohen. Non. 39, non, c'est pas Non, c'est pas Cohen.
Parce qu'il est de Pantin, lui aussi. 1939, une grande année. Son prénom est Pierre. Desproges. Desproges Yeah est une bonne réponse. Et c'est ma vie. Et c'est Gamal Amina, le champion My toute friend. catégorie J'adore. confondu dans cette émission. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui. J'avais 3 victoires consécutives. Tarek Dor, merci beaucoup. Ismaël Boudjekada, à très vite. Que ce soit par Skype ou ici en direct. On ne dira pas son score. À qui? À Ismaël. Non. On ne dira pas, c'est indécent. On dira Gamal, merci beaucoup. Demain, retour avec Razik Métiche et Kader, Shiban qui seront avec nous demain. Et on recevra, tiens, le frère de Malek Osekin qui a été tué en 1986, qui sort une série sur Malek Osekin ce mercredi sur Netflix. Disney Plus, exactement. Dont d'ailleurs les deux premiers épisodes vont être diffusés ce soir au Grand Rex dans une projection en avant-première. Et il sera avec nous Amar Osekin jeudi. Et on recevra également le photographe officiel du Festival de Cannes, Rachid Balak. Il est algérien, il sera avec nous jeudi également dans le LGF. Donc une belle semaine avec de beaux invités, de beaux chroniqueurs. Restez avec nous. Rendez-vous demain. Merci à tous les trois. Dans un instant, c'est Medjahed sur France Maghreb 2.